Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack et on se retrouve pour une nouvelle interview que j'ai enregistrée cette fois-ci avec Sébastien Collen, qui est le fondateur de la maison horlogère belge Collen MacArthur. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de cette marque parce qu'on les voit de plus en plus aujourd'hui, notamment actuellement il y a leur pub pour la montre Lunar 1969 qui tourne un peu partout en Belgique et en France. Et donc en fait ce sont des montres commémoratives, donc à chaque fois liées à des moments historiques importants. Et depuis un petit moment, ici depuis environ 3 ans, il commence à bien se faire connaître, notamment grâce à une montre qu'ils avaient remise à Emmanuel Macron pour le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Et en fait, je connaissais déjà Sébastien, donc le fondateur de cette marque, parce qu'il a été dans le même incubateur d'entreprise que moi, là où j'ai développé ma boîte de consultance en marketing digital. Et j'avais eu un peu l'occasion de travailler avec lui sur son projet quand moi j'étais au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Et en fait, j'avais vu passer ici il y a pas longtemps dans LinkedIn sur mon fil d'actu un article qui expliquait qu'en 7 ans, Sébastien avait réussi à faire passer Colin MacArthur de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ce million d'euros de chiffre d'affaires, il avait atteint en 2020. Et donc je me suis dit, voilà, c'est le moment parfait pour l'inviter sur le podcast, pour discuter avec lui de comment il a fait pour développer la marque jusqu'à ce stade. Et donc dans cette interview, j'ai décidé de discuter avec lui de plusieurs choses. Tout d'abord, quel est son parcours, comment il a fait pour arriver à lancer Colin MacArthur, quels ont été les débuts de la marque et aujourd'hui comment il a réussi à la développer, quelles ont été les stratégies qu'ils ont utilisées et aussi comment ils ont décidé ce positionnement de montres commémoratives, de collection, aussi maintenant montres de luxe. Et enfin, on a discuté aussi de lancement de produits, puisque aujourd'hui, Colin MacArthur, c'est toujours des nouveaux produits liés à des événements historiques spécifiques. Et donc, je lui ai demandé quelle était sa stratégie, son processus pour lancer des nouveaux produits. Et ensuite, on a parlé forcément de parcours d'entrepreneur et ainsi de suite. Vous verrez, c'est une discussion vraiment passionnante. En tout cas, pour moi, ça l'était. Je suis sûr que vous allez apprendre des nouvelles choses, que ça va vous inspirer. Et d'ailleurs, on va pas attendre plus longtemps. Je vais lancer l'interview tout de suite. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Ici, c'est Jean-Christophe Pack. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Collen, qui est le fondateur de la maison horlogère belge Collen MacArthur. Alors, bienvenue Sébastien et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Jean-Christophe. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec toi du développement de la marque, puisque donc en 2020, tu as atteint le palier de 1 million d'euros en chiffre d'affaires et tu as démarré l'entreprise il y a 7 ans. Donc j'aimerais bien comprendre comment tu as fait pour faire évoluer la marque jusqu'à ce stade-là. Et donc ici, pour commencer, j'aimerais aussi qu'on se focalise d'abord sur ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Colin MacArthur? Ok, alors du coup, Sébastien Collen, 36 ans, je suis né en 84. Je suis né, enfin j'ai grandi à Bassange, donc c'est un petit village dans la vallée du Gers, dans la province de Liège. On va dire une enfance tout à fait classique. Des parents présents, père entrepreneur indépendant, donc c'était plus maman qui s'occupait des enfants. Scolarité un peu compliquée dans les secondaires. J'ai raté ma quatrième. J'ai recommencé ma quatrième à cause des mathématiques. J'ai changé une fois d'école pendant mes secondaires. Je suis passé de Saint-Adèle-à-Visé pour aller à Saint-Laurent à Liège en transition. Donc, je suis passé d'une filière générale à une filière de transition, mais toujours orientée scientifique. Et arrivé, donc déjà à 16 ans, moi je souhaitais arrêter mes études. C'est mes parents qui ont poussé à ce que je termine mes secondaires. Et la raison étant que j'étais avec des potes qui, la plupart, travaillaient déjà, étaient apprentis et gagnaient déjà leur vie. Et donc l'idée, c'était d'arrêter mes études pour aller travailler et aussi avoir de l'argent pour aller m'amuser, en quelque sorte. Et donc, quatrième, comme je dis, j'ai raté. Et puis, arrivé en sixième, je n'ai pas réussi avec brio. Mais voilà, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai un de mes potes à qui, enfin voilà, je ne savais pas quoi faire. Donc, je lui demande, écoute, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, moi, je vais essayer des études d'ingénieur. Et vu que je ne savais pas quoi faire, je dis, ben, écoute, je te suis, quoi. Et donc, j'ai commencé à l'ISIL, en ingénieur industriel. Et là, j'ai en même temps rencontré quelqu'un. Et on va dire que cette personne m'a fortement assagi, donc beaucoup moins de sorties, beaucoup plus focus sur les études. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment adhérer aux études et devenir un étudiant, on va dire, modèle, si je peux dire.
toujours l'amusement sur le côté, mais les études se passaient bien. Et là, pareil, je ne me sentais pas prêt à aller travailler. Et donc, je me dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi? Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on va faire la passerelle. À la base, je voulais aller la faire à Louvain-la-Neuve en ingénieur civil. Et puis, par facilité, comme j'ai fait ça à Liège. Normalement, c'était en 3 ans. J'ai demandé à le faire en 2 ans. Ça a été accepté. Et donc, pareil, 2 années, ça s'est super bien passé. Là, ça a été beaucoup plus guindaille aussi. Mais les études se sont magnifiquement bien passées, même mieux qu'en ingénieur industriel. Et là, j'ai réussi vraiment avec brio les études d'ingénieur civil. Et puis finalement, ayant aussi un père qui était indépendant, j'avais toujours cette envie de se créer une société. Et pareil, en sortant d'ingénieur civil, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas encore faire autre chose. Et c'est là que j'ai fait la passerelle en HEC entrepreneur Mm. et qui a certainement changé toute ma carrière. Enfin, ça a changé ma vie, je pense. Et donc là, j'ai été repris dans HEC entrepreneur. Et c'est là où non seulement j'ai rencontré la personne qui m'a fait rentrer chez Halliburton, qui a été ma deuxième expérience, mais une expérience de 5 ans à l'international, mais aussi m'a fait rencontrer Ian Wood, qui est l'initiateur du projet Colin MacArthur. D'accord. Et justement, donc tu parles de l'initiateur du projet Colin MacArthur. Donc qui est cette personne et comment le projet s'est développé en fait? Comment ça s'est lancé? Alors, Ian Wood, en fait, c'est une personne c'est un Anglais, qui a servi pendant 10 ans la reine Elisabeth II. Donc, il faisait partie de la garde royale, les Scots Guards. Ce sont les personnes en costume rouge et chapeau noir devant Buckingham Palace. Donc, il a servi la reine pendant 10 ans. Et sur le côté, il a pris des cours d'horlogerie en cours du soir. Et lorsqu'il a eu fini ses 10 ans de service, il avait 30 ans à l'époque, il a déménagé en Belgique pour une histoire de cœur. Donc, il a rencontré quelqu'un, il s'est installé en Belgique. Et là, il a commencé à lancer une bijouterie sur Dinan. Donc là, il vendait des bijoux. Et sur le côté, bah, il réparait de temps en temps des montres, etc. Et ensuite, il a lancé une autre bijouterie sur Namur. Pendant ces 30 années-là, parce que Ayane, quand je l'ai rencontré, avait 65 ans, Mm. et pendant ces 30 années-là, a quand même malgré tout essayé de lancer différents business de joaillerie et d'horlogerie, mais bon, apparemment, voilà, c'était peut-être pas le bon moment, la bonne idée, ou même le bon partenaire avec qui il s'était lancé là-dedans. Et donc voilà, il s'est retrouvé à 65 ans avec toujours cette idée de lancer une montre pour son régiment de la garde royale. Mais à 65 ans, compliqué d'aller défendre un dossier devant les banques pour aller chercher de l'argent. Et donc, du coup, il voulait mettre en place ce qu'il appelait le duo blending. Donc, c'était trouver un jeune qui avait faim en quelque sorte et allier ses connaissances, lui, de l'horlogerie avec les connaissances de tout ce qui est le business plan, l'entrepreneuriat, quoi. Et donc, il a envoyé un jour une bouteille à la mer au travers des alumni d'HEC, donc tous les HEC1, voilà, proposant le projet. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai répondu. Et je pense que l'atome crochu qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est que j'ai fait un stage à Glasgow pendant 3 mois, pendant que j'étais en ingénieur civil. Et lui est originaire également de Glasgow. Donc je pense qu'il a reçu différentes candidatures et qu'il a regardé, bah, tiens, voilà, qu'est-ce qui me plaît le plus. Et je pense que cette histoire de Glasgow a résonné en lui. Et donc voilà, on a commencé à bosser ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a la jeunesse de Colin MacArthur, c'est comme ça qu'elle a démarré. Et moi, ça me permet, j'ai pu faire ça parce que j'ai d'abord travaillé moi pour Halliburton, qui est une compagnie, la deuxième plus grosse compagnie pétrolière de services pétroliers pardon, au monde. Donc, on a Schlumberger et Halliburton, qui sont les deux plus gros, qui sont des sociétés d'ingénierie qui proposent leurs services, leur expertise à des sociétés comme Total, Shell, ExxonMobil, pour pouvoir aller extraire le pétrole de la croûte terrestre. Et donc, chez Halliburton, moi, je travaillais en tant que commuteur. Je travaillais 5 semaines off, 5 semaines off. Les 5 semaines off, c'était 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Donc là, pas possible de travailler sur Colin MacArthur. Mais après, c'était 5 semaines off
où là, ça me permettait clairement de pouvoir me focaliser sur Colin MacArthur. Donc, c'était plus un hobby qu'autre chose, puisque mon gagne-pain, c'était à Liberton. Et sur le côté, je trouvais vraiment le projet Colin MacArthur assez intéressant. Et Donc, donc, voilà un peu la genèse. d'accord. Et donc, vraiment, tu n'avais aucune expérience dans le domaine de Ah non, l'horlogerie quand aucune. tu as rejoint. Ok, Non, rien du tout. rien du tout, rien du tout. Et ni de connaissances, ni de passion. Je n'avais pas de passion particulière pour l'horlogerie. Je pense que je suis quelqu'un qui a toujours aimé les belles choses, c'est vrai, puisqu'il est un peu raffiné, mais pas de passion, quoi. Je veux dire, voilà, à la Et est-ce que base, la pas du tout. passion s'est développée au fur et à mesure que tu travaillais sur le projet pendant que tu étais encore chez Liberton? Pas pour l'horlogerie, non. Désolé de décevoir, mais c'est plus, par contre, pour l'histoire. Ok. Et je pense que là où ça me passionne, c'est d'étudier justement ces petits bouts d'histoire, d'étudier qui étaient tous ces personnages et de pouvoir, le challenge, c'est de pouvoir représenter, mais ça on y reviendra après, mais c'est de vous pouvoir représenter justement ces personnes ou ces petits bouts d'histoire sur cette montre qui est très petite en soi, mais dans laquelle on peut raconter énormément de choses. C'est ça, mais au final, c'est une fusion entre toi, ta passion de l'histoire, et la passion de Ayan qui était pour l'horlogerie, du coup. Oui, si ce n'est qu'avant, je n'avais pas d'intérêt pour l'histoire. C'est seulement depuis qu'on a fait ce pivot en 2018 Ah, d'accord. qui fait que je me rends compte que ça me passionne de plus en plus, quoi. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots c'est quoi le concept Colin MacArthur? Alors, Colin MacArthur, au jour d'aujourd'hui, c'est une maison horlogère qui est spécialisée dans les montres commémoratives. Donc, le concept, c'est que l'on reprend des sujets universels, ce qu'on a fait par le passé, c'était par exemple les 500 ans de Leonardo da Vinci, les 50 ans de l'homme sur la Lune, les 80 ans de l'opération Dynamo, les 80 ans de la Battle of Britain. On a fait la montre Armistice également, comme tu connais. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend l'essence de ces sujets, les symboles qui représentent le plus ces sujets, et on les appose à certains endroits spécifiques de la montre. Et au final, la montre raconte une histoire très particulière. Et donc, sur le côté, lorsqu'on vend la montre, non seulement il y a une vidéo symbolique qui explique tous les symboles sur la montre et pourquoi est-ce qu'ils sont à cet endroit-là, mais aussi lorsqu'on livre la montre, elle est livrée avec un leaflet qui explique vraiment toute l'histoire, non seulement historique, mais symbolique de la montre. D'accord. Et donc, Colin MacArthur, aujourd'hui, c'est une marque qui n'a pas de boutique, c'est un pure player, du coup, 100% digital. Et je me demandais, il y a combien de personnes qui travaillent sur le projet maintenant? Ah, bonne question. En fait, dans la société, moi, je suis tout seul. Pourquoi? Parce que je, je, je pense en fait que tout doit être cohérent, tout doit être consistant. Et ici, on est, comme tu dis, des pure players, on est digitalisé. Et donc, c'est ce que je fais également au niveau de ma façon de travailler au jour le jour. Donc, je travaille principalement avec des freelances. Donc, mon designer, mon web développeur, les personnes qui font de la modélisation, mon horloger, tous ces gens-là sont des freelances. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on peut tout faire à distance. Donc là, moi, j'habite en Allemagne, à Heidelberg. Ma société, le site opérationnel est en Belgique. Mais ça ne m'empêche pas de faire tourner le business. Et qui plus est, l'avantage, alors ça, c'est un avantage ou un inconvénient à la fois, c'est que le jour où je n'ai pas besoin de mon designer ou de mon web développeur, ben, je ne paye pas pour l'avoir dans les bureaux. Et donc, ma structure des coûts, du coup, est très, très optimisée. C'est-à-dire que je ne paye que pour ce dont j'ai besoin. Si tu es un salarié, tu es obligé de me maintenir occupé 100% du temps, tu vois. Mhm. Mais par contre, à l'inverse, c'est que tu es plus dépendant de leur charge de travail. Donc, s'ils ont d'autres clients, ben, des fois, ils doivent donner une priorité qui est plus importante à leurs autres clients parce qu'il y a des projets qui sont plus urgents, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu le désavantage. Mais donc, du coup, ouais, je suis tout seul dans cette société. J'ai Clément, mon collègue, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est opération en Belgique. Mais lui, pour le moment, c'est via une société d'intérim qui travaille avec moi. Ok. Et aujourd'hui, vous comptez combien de clients au total? Ouh.
On vient ici célébrer notre 5 millième montre vendue. Je dirais qu'on a plus de 4000 clients au jour d'aujourd'hui, et pas seulement en Belgique ni en France, mais je pense qu'on couvre presque tout le globe. Je sais qu'on en a en Afrique du Sud, on en a au Gabon, on en a à l'île de la Réunion, on en a au Sénégal, on en a en Australie, on en a en Nouvelle-Zélande. Singapour, enfin, voilà, on a envoyé presque partout dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas un pays. Brésil, pareil, on en a sur tous les continents, ça c'est une certitude. Et États-Unis, on a eu pas mal de commandes aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je pense on est pas trop mal au niveau de la diversification de la clientèle, quoi. C'est ça, comme marque internationale. Bah, non, parce que je veux dire, les marchés de prédilection pour le moment, c'est la Belgique, la France. Ensuite vient l'Angleterre. Mais on va dire qu'en 90%, plus de 90% de nos ventes se font sur la Belgique et la France, pour le moment. 5% peut-être en Angleterre, et le reste, c'est un peu partout que ça se répartit, quoi. Ok, donc au Voilà. tout début de la marque, donc si je me souviens bien, c'était d'abord, tu avais eu un contrat avec le ministère de la Défense britannique. C'est ça. Comment ça s'est passé cette collaboration? Comment tu as fait pour l'avoir et quelle était l'idée derrière en fait? Bah, du coup, moi, je me suis beaucoup appuyé sur Ryan à la base, puisque c'est lui qui provenait de ce milieu. Et donc, on va dire que lorsque je l'ai rencontré, il avait déjà pas mal de contacts. Il avait une idée assez spéciale, assez précise de ce qu'il voulait faire. Et donc, on va dire que moi, c'était plus me focaliser sur la stratégie marketing des communications et, euh, et le suivi avec la production, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement envoyer une demande de licence au ministère de la Défense. Et la seule chose qu'il fallait en quelque sorte, c'était de soumettre des montres, des produits pour montrer la qualité de nos produits avant de pouvoir obtenir la licence. Euh, le nombre de barrières à l'entrée n'était pas énorme au début. Maintenant, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu plus compliqué parce que je sais que le ministère de la Défense britannique a revu un petit peu son process. Mais au début, c'était vraiment le tout début de leur protection, on va dire, du branding de la garde royale. Et donc, on va dire que les barrières à l'entrée n'étaient pas vraiment compliquées. Donc, lorsqu'on dit qu'on est fournisseur de la garde royale, c'est vrai qu'il y a eu un sacré travail en amont. Mais on n'a pas eu beaucoup de difficultés, et aussi parce que Ian Woods provenait aussi de la garde royale, donc je pense que ça a aussi facilité l'obtention de cette licence que l'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Et donc le développement de la marque, c'est vraiment fait au tout début autour de ce partenariat en fait. Tu as fait la collection de montres était Exactement. uniquement pour la garde royale. Donc, Et ouais. oui, Donc on s'est rencontrés en 2011 avec Ian, et puis ensuite c'est seulement en 2013, en juillet 2013, qu'on a créé la société, donc ça nous a pris plus d'un an, presque 2 ans je pense. Et donc on a créé la société le 15 juillet 2013, qui consistait à faire uniquement des montres communautaires pour la garde royale. Et donc en décembre 2013, on a lancé notre première collection pour les Scots Guards. Donc dans la garde royale, il y a 6 régiments. Et donc on s'était focalisé sur un seul régiment pour le lancement de la collection. Et puis, donc, en 2013, on a lancé la première montre. Et puis, 2014, du coup, on s'est répandu sur les autres régiments de la division. mhm, Et donc, mais voilà, ça restait malgré tout un petit business, hein. Je veux dire, 2014-2015, quand on était à notre apogée avec la Garde Royale, on générait un chiffre d'affaires de peut-être 50 000 euros maximum, quoi. d'accord. Donc, ça ne permettait pas d'en vivre. Ça ne pouvait pas être un gagne-pain full-time, quoi. Et quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, là maintenant, on va essayer de passer à une next step et revoir carrément le positionnement, parce que le positionnement, il a quand même fort changé. Où là, c'était des montres communautaires, après, c'est plutôt devenu des montres commémoratives. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui interviennent, je pense, là-dedans. Moi, comme je dis, je travaille chez Halliburton. Qui était c'était un très chouette boulot parce moi, je voyageais énormément. Pendant un an, on m'a formé dans différents pays, que ce soit en Malaisie, Indonésie. J'ai vécu 6 mois au Texas, en Louisiane, et puis ensuite j'ai vécu en Afrique pendant 4 ans. Donc c'était vraiment une expérience hors du commun.
Mais voilà, c'était malgré tout loin de la famille, vie privée vraiment mise de côté. J'étais quand même avec quelqu'un, mais c'était une relation à distance, très compliquée. Mais voilà, donc j'étais au Gabon à ce moment-là, j'étais directeur des départements. Je gérais là-bas un département de 12 personnes, dont 8 Gabonais et 4 expatriés. Et on était en pleine crise pétrolière. Donc, l'ambiance au sein de la société n'était pas au beau fixe. Ma copine qui avait tout quitté pour venir s'installer au Gabon, elle, ça ne se passait pas très bien. Le changement d'environnement, on va dire, ne se passait pas très bien. Elle n'arrivait pas à trouver ses marques. Et sur le côté, Colin MacArthur, en 2015, commençait un peu à décliner. Et donc, la question était de savoir, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ma carrière dans une corporate ou est-ce que j'ai envie de lancer, de vivre une vie d'entrepreneur, qui sont des vies, mais complètement différentes, quoi. Tu sais ce que c'est. Ouais, c'est sûr. Euh, et donc, il y a eu ce cheminement, ce questionnement qui a duré au moins pendant un an. Et vraiment une question, une remise en question sur soi-même. C'était en quelque sorte une sorte de, voilà, c'est se remettre en question, quoi. Et après un an, bah, il y a eu un déclic qui s'est fait. C'était c'était le 31 décembre 2015. J'étais au ski avec mon frère. Et 12 coups de minuit, je téléphone à ma famille pour souhaiter la bonne année. Et là, je, je craque comme un gamin, quoi. Et c'est là où je me rends compte, j'étais triste d'être, enfin voilà, de savoir que j'allais repartir au Gabon, que j'étais loin de la famille. Enfin bref, je pense que j'étais plus en phase avec mes valeurs et donc du coup, bah, je l'ai exprimé d'une certaine façon, quoi. Et donc quand je suis rentré en Belgique, j'ai décidé d'envoyer un mail à mon management où on va dire que j'ai demandé pour être rapatrié en Europe, tout en gardant mon boulot pour Halliburton. Mais en étant en période des crises, je savais très bien que ça allait être refusé. Bref, c'était un jeu assez particulier pour permettre que certaines choses se débloquent, pour voir quitter Halliburton dans de très bons termes, tout en bénéficiant de certaines choses lorsqu'on part d'une société. Et de me concentrer au final sur Colin MacArthur à temps plein. Et donc, le management a réagi un petit peu au début, n'était pas très enthousiaste. Et puis, il m'a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu travailles entre 2 mois chez Halliburton. On a une audit qui est très importante à faire au Gabon. Tu es le seul qui puisse le faire puisque tu es la personne qui a géré le business pendant cette dernière année. Donc, tu fais l'audit, tu fais en sorte que ça se passe bien. Puis ensuite, tu partiras en quelque sorte en de bons termes avec tous les avantages que ça implique. Et donc, le 19 février 2016, je rentre en Belgique. Et donc là, bah, l'idée était de faire décoller Colin MacArthur. Et donc, dans ma tête, c'était bon, en tant que hobby, j'arrive à générer 50 000 euros. Je veux dire, dans la meilleure année, j'ai généré 50 000 euros. Donc, si je me mets à temps plein, il y a moyen de vraiment faire décoller le, le business, quoi. Et en fait, c'est là où la traversée du désert a commencé. Donc, pendant 2 ans, ça a été très compliqué. J'ai essayé de positionner, donc j'ai créé un univers Colin MacArthur très spécifique, mais malgré tout, je me concentrais toujours sur cette histoire de communauté, que ça soit l'armée, que ça soit le football, que ça soit les sociétés, c'était faire vraiment des montres sur mesure pour des petites communautés comme celle-là, mais ça ne fonctionnait pas. Pendant 2 années, je me suis cherché, et ça n'allait pas, et c'est très compliqué, parce que lorsqu'on quitte un boulot où on est reconnu, où on gagne très bien sa vie et qui est relativement excitante puisqu'on voyage beaucoup, revenir en Belgique, ne plus bouger, ne pas gagner de l'argent et ne pas réussir à atteindre ses objectifs, psychologiquement, c'est très compliqué, quoi. Et donc, ça a été de nouveau beaucoup de remises en question, plus la famille qui te met la pression aussi, parce que, ben quoi, tu as quitté un boulot où tu gagnais très bien ta vie et maintenant, ben, montre-nous pourquoi tu l'as fait. Donc, il y a vraiment une pression sociale hein, qui s'exerce sur nous quand on fait ce genre de choix. Euh, et c'est seulement en 2017 où j'ai eu la chance de rencontrer le chapelain de la reine Elisabeth. Donc, j'allais souvent à la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Londres, la BLCC. C'est simplement mon pied à terre quand j'allais à Londres pour rencontrer les régiments de la garde royale.
Et là, je me suis fait pote avec le président de la chambre de commerce qui, lui, connaissait le chapelain de la reine Elisabeth. Donc, il m'a dit, je vais essayer d'organiser un petit rendez-vous à vous deux, puisque tu es fournisseur de la garde royale, ça pourrait l'intéresser de te rencontrer. Donc, du coup, il a organisé ça. J'ai été au St. James Palace pour rencontrer Paul Wright, qui était à l'époque le chapelain. Je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui. Et pendant une petite heure, on a pris le thé, on a discuté un petit peu de toute l'aventure. Et à la fin de cette entrevue, il m'a dit, écoute, tu devrais faire une montre coquelicot, puisqu'on va arriver aux 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, et que le coquelicot en Angleterre est vraiment l'emblème de cette fin de Première Guerre mondiale. Il m'a dit, écoute, ce serait peut-être intéressant que tu en fasses une. Et donc, je suis rentré en Belgique avec cette idée de montre coquelicot. Et puis, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que cette montre était déjà déclinée dans des dizaines d'exemplaires de modèles différents. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et malgré tout, j'ai quand même continué à réfléchir sur cette idée. Et de là est venue l'idée de la montre armistice. Donc, je me suis rendu compte que tout se passait en un laps de temps très court, qui était sur 6 heures. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais utiliser ces 6 heures sur le cadran pour expliquer exactement comment les choses se sont passées. Mon associé à l'époque était complètement contre ce projet. Il n'y croyait pas. Et ce qui est compréhensible, parce que lui avait, à l'époque, il avait 70 ans à ce moment-là, et, et que lui, ben, il avait une vision beaucoup plus court terme que moi. Moi, j'ai 30 ans, ben, j'ai encore la vie devant moi, en quelque sorte, pour créer quelque chose. Lui, ce qu'il voulait, c'était une, rentrée immédiate, quoi. Donc, moi, c'était des investissements long terme, et lui, c'était, bah, tiens, ce qu'on vend, ben, on le fait directement passer in the pocket, quoi. Et donc, du coup, on avait vraiment un clash de ce côté-là sur la vision de Colin McCarthy. Malgré tout, et grâce au fait que j'étais majoritaire dans cette société, ça m'a permis de mener un peu le bateau, donc décider de la direction que je voulais donner à Colin McCarthy. Et donc, j'ai vraiment travaillé pendant plus un an et demi sur cette montre armistice avant de pouvoir la sortir. Et donc, c'est seulement donc au début, je voulais la sortir fin 2017, lorsqu'on rentrait dans la 100e année de la fin de la Première Guerre mondiale. Et semé d'embûches, je n'ai pas pu la sortir cette année-là. Et donc, du coup, il a fallu encore se dire, bon, ben, c'est pas grave, je vais encore travailler une année supplémentaire pour Colin McCarthy et essayer de faire décoller le bazar. Et parce que chaque fois, fin d'année, c'était le même questionnement. Est-ce que je reste à travailler sur Colin McCarthy ou est-ce que je retourne chez Halliburton? Parce qu'Hallyburton, depuis que j'avais quitté, m'avait renvoyé peut-être 3-4 propositions pour que je retourne chez eux. Donc, à chaque fois, c'était la petite piqûre de rappel, bah tiens, pourquoi est-ce que tu ne reviens pas parmi nous? Et moi, c'était, bah oui, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Donc, je ne sais pas combien de discussions moi j'ai pu avoir avec mes proches de savoir qu'est-ce que je dois faire. Il y a un salaire très confortable qui m'attend, ou je continue Colin McCarthy. Alors, ce qui est très marrant, la petite anecdote, c'est qu'au début, mes parents étaient contre à ce que je quitte ce boulot, et que lorsque je l'ai quitté, m'ont clairement fait comprendre que c'était un très, très mauvais choix. Et après un an et demi, lorsque je les consultais, c'était allez, là où tu en es aujourd'hui, maintenant tu fonces, hein, tu continues dans cette aventure. Et donc leur mindset a complètement switché et au lieu d'être des freins, sont devenus plus des motivateurs, quoi. C'est cool ça. Ouais, ouais, c'est chouette. Et puis je pense que c'est bien aussi d'avoir l'appui de son entourage, hein. Lorsqu'on se lance dans des choses comme ça, les gens se rendent peut-être pas toujours compte, mais c'est, comme je dis, hein, psychologiquement, c'est pas toujours facile. C'est Beaucoup de sûr. remises en question en tant qu'entrepreneur. Et si on ne s'entoure pas de gens qui envoient des ondes positives, je crois énormément en tout ce qui est ondes et karma. Et donc, j'essaie vraiment de m'entourer de gens qui amènent énormément de positif et tout ce qui est négatif, j'essaie de le laisser de côté ou de m'en éloigner, quoi. C'est sûr que Euh, quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est nécessaire de bien s'entourer des personnes qui vont pousser dans la bonne direction plutôt que le problème de l'entourage qui va te freiner, ça arrive souvent, hein, malheureusement, quand on se ouais, lance dans ouais. Et l'entrepreneuriat. ça peut énormément influencer hein, sur tes choix, hein. Ouais, Et je sais que j'aurais très bien pu, à un moment donné, flancher et dire, bon, allez, je retourne chez Halliburton. Et du coup, ma vie n'aurait pas du tout été la même, quoi. Ça aurait été complètement différent. Et heureusement, j'ai dit, bon, maintenant, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas, ça, ce sera le point final, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais en attendant, je profite du voyage, je profite de l'aventure en ce moment. Encore hier, je me disais, mais quelle aventure jusqu'à présent on a eu.
Et c'est pas forcément du positif, c'est du positif, mais aussi c'est des moments qui sont très durs. Mais c'est ça qui fait la richesse d'une vie au final. Ce sont ces moments qui soient durs ou des moments plus difficiles, mais au moins on sent qu'on vit, quoi. Mais bref, voilà, donc je reviens là-dessus. Donc 2018, j'avais la montre qui était prête, j'avais un prototype avec moi. Mais malgré tout, j'avais pris des parutions dans le journal BBC, dans le journal Historia, etc. Mais rien ne décollait. Et donc là, c'était vraiment la dernière chance. Donc je me suis dit, si 2018, ça ne fonctionne pas, si fin 2018, on n'a pas de quoi vivre, je retournais vraiment chez Halliburton. Et on était en octobre à ce moment-là. Toujours rien n'avait démarré. J'avais vendu 6, 7 montres, mais bon, j'avais fait des investissements de peut-être 25 000 euros dans les magazines. Ouais, quand même. Et je m'étais endetté auprès de la banque, je m'étais endetté auprès de personnes qui croyaient au projet, donc qui avaient mis de l'argent sur la table. Donc, il y a aussi cette pression financière de vouloir respecter aussi ses engagements. Et un jour, je vais sur Paris pour aller au musée des Invalides. Juste à côté, il y avait cet organisme des Bleuets de France, qui est un petit peu l'équivalent du Coquelicot, mais c'est un bleuet en France. Et je voulais proposer un partenariat. Et je passe près de Compiègne. Et j'avais déjà été en contact avec Compiègne auparavant, mais rien de vraiment concret. Et donc, j'avais quand même une personne de contact. Et je passe près de Compiègne et je me dis, c'est bon, je donne un coup de fil. Euh, et je vais voir s'ils peuvent me recevoir, quoi. Donc, j'appelle la mairie de Compiègne et je dis, bon, là, j'ai fait une montre pour les commémorations des 100 ans. Je sais qu'Emmanuel Macron passe à Compiègne pour ces commémorations. Est-ce que vous pourriez m'accorder 10 minutes pour vous présenter cette montre commémorative? Ok, ça va, vous pouvez venir dans une demi-heure. Donc, c'était un rendez-vous flash, quoi. Et donc, du coup, je me rends à Compiègne. J'ai rendez-vous avec la personne en question et qui trouvait la montre très symbolique, avec enfin, une belle histoire derrière. Et en plus, je mettais à l'honneur le dernier soldat français tué. Donc, il y avait vraiment une belle symbolique derrière. Et donc, il me dit, bon, voilà, très, très beau projet, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je dis, voilà, je sais que Emmanuel Macron vient avec Angela Merkel lors des commémorations. Est-ce que vous pourriez offrir simplement cette montre au président, quoi? Et donc là, c'était qui tout double, soit on me rigolait au visage, soit on me prenait au sérieux, quoi. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, écoutez, je vais appeler le directeur de la communication pour présenter le projet. Il est venu, il a regardé, il a dit, très sympa, écoutez, on vous recontacte, quoi. Et c'est comme ça, ça a été accepté. Ensuite, on a dû demander à l'Élysée l'accord pour pouvoir remettre cette montre. Et puis, tout un protocole, parce que c'est très compliqué. C'était au moment il y avait beaucoup d'attaques terroristes à cette Mm. époque-là. Donc, le protocole était assez complexe. Mais malgré tout, voilà. Donc, c'était le maire Marini qui devait remettre la montre au président. Et donc, du coup, bah, je me dis, c'était le 13, je me souviens, c'était le 9 novembre. Donc, le 11, c'était sur Paris qui faisait les commémorations. Et le 9, c'était sur Compiègne. Et donc là, j'ai été invité par la mairie pour assister aux commémorations. Donc je me suis dit, ça y est, on va voir le président qui reçoit devant tout le monde, devant la tribune, la montre armistice. Et donc ils rentrent dans le fameux wagon de l'armistice, ils en ressortent et à aucun moment je vois que la montre n'est remise. Je me suis dit, Mm. c'est mort, quoi. Et donc du coup, après, bah, je vais trouver ma personne de contact. Je dis, quand est-ce que vous comptez les remettre la montre? Ah ben la montre a déjà été remise. Je dis, on n'a rien vu. Ben non, le président ne voulait pas que ça se voit, il voulait rester très discret par rapport à ça. Et donc, du coup, ben, je dis, vous avez au moins une photo à donner? Ben, il dit non, parce que le président voulait, voilà, il a peur que, et c'est normal, c'est que il y a certaines personnes qui pourraient mal réagir du fait qu'on donne un cadeau au président, parce que peut-être que, voilà, pourquoi est-ce qu'il devrait recevoir un cadeau c'est toujours des choses qui sont un peu au niveau protocolaire, voilà, ce sont des choix de l'équipe protocolaire et ça se fait ainsi. Mais du coup ben, moi, je retourne un petit peu la queue entre les jambes, disant, merde, finalement, rien ne se passe, quoi. Et je suis quand même rentré, j'ai écrit un communiqué sur le fait qu'elle avait été remise. Et du coup, bah, c'est le journal Picard dans le nord de la France qui a fait un article parce qu'il trouvait l'idée sympa. Ensuite, c'est la Meuse Sud Presse qui a vu cet article passer et qui a à son tour voulu faire un article.
Et puis, c'est l'antenne France 2 qui a vu l'article de Sud Presse, qui s'est dit, ah bah tiens, l'antenne de Bruxelles de France 2 qui a vu qui a vu l'article et qui s'est dit, bah tiens, on va faire quelque chose là-dessus. C'est assez surprenant qu'une société belge offre quelque chose au président, quoi. Et donc, France 2 m'a téléphoné, il m'a demandé est-ce qu'on peut faire un interview. Et donc bah, voilà, on a fait l'interview, on est passé sur Télématin le 13 novembre et on passait à 6h30 du matin. Donc, je me suis dit, bon, ça va être encore flop, quoi. Et donc, j'étais tellement crevé, je ne me suis même pas levé parce que j'étais vraiment sur les genoux, quoi. Ça faisait des mois que je travaillais comme un dingue pour essayer de faire décoller le bazar et je sentais que ça ne prenait pas, quoi. Donc, on va dire que la motivation n'était plus là, quoi. C'était quelques jours après les commémorations, rien ne se passait. Et c'est fou hein, quand j'y repense. Et donc, du coup, 6h30 du matin, je commence à entendre mon téléphone vibrer sans arrêt, quoi. Et donc, je regarde, c'était toutes des commandes qui tombent. Et Ah, donc, c'est bien. ouais. Et donc, le 13 novembre, on a vendu 150 montres quoi, sur une journée. Donc, on a fait 60 000 euros, 50 000 euros de chiffre d'affaires sur une journée. Chiffre d'affaires qu'on faisait sur un an les C'est années ça, ouais. précédentes. Et donc, c'était parti. Donc, on a vendu, je pense que c'était plus de 200 ou 300 montres, 300 montres, à mon avis, sur l'année 2000. Ben, écoute, c'est très clair, c'est très simple. On a fait 203 000 euros de chiffre d'affaires sur 2018. Donc, c'était l'équivalent plus ou moins ouais, presque 500 montres au final qu'on a vendues sur les 2 derniers mois, quoi. Et la petite histoire, c'est que 2 semaines avant cela, mon associé revendait ses parts à un nouvel actionnaire. Et donc là aussi, de nouveau, karma, quoi. Je veux dire, c'est cette personne, Ian Wood, que je respecte totalement parce que c'est grâce à lui qu'on a créé Colin MacArthur. Mais au jour d'aujourd'hui, Colin MacArthur n'a plus d'ADN qui provient de Ian, puisqu'il n'était pas du tout en phase avec ses montres commémoratives. Et c'est pour ça aussi qu'au jour d'aujourd'hui, je ne parle même plus de cofondateur parce que vraiment le fondateur, l'ADN Colin MacArthur, ça provient d'une initiative qui vient à 100% de moi et plus d'Ayan. Donc, la fondation, c'est vrai, du Colin MacArthur, de début, c'est Ayan et moi-même. Mais Colin MacArthur, comme l'ADN d'aujourd'hui, il n'y a plus de Monsieur Wood derrière. Donc, bref. Et donc, c'est pour ça que je pense aussi que s'entourer des gens. Ayan, encore une fois, je suis très respectueux, mais il a été un frein pendant beaucoup d'années. Il m'a empêché de faire beaucoup de choses. Et au final, 2 semaines après qu'il soit parti, ben, les choses se sont vraiment débloquées. Et je pense qu'il y a ce karma qui a joué aussi, quoi. Et donc, 2 semaines après, ça a décollé. Donc, les questions n'étaient plus les mêmes. C'était plus comment est-ce qu'on démarre ce business, comment est-ce qu'on gère la supply chain, quoi. Ouais, C'est forcément. marrant parce que la problématique évolue. Et donc, je pense que dans la vie entrepreneuriale, c'est beaucoup ça aussi, c'est que on a toujours des challenges. Et une fois qu'on relève ce challenge et qu'on y arrive, on se dit, bon, maintenant on est tranquille, mais pas du tout. C'est des nouvelles choses qui arrivent, quoi. Et Ouais, donc, à au chaque fois. final, on est jamais tranquille, quoi. Jamais. Mais voilà, c'est peut-être ça qu'on aime aussi, hein, c'est d'être challengé sans arrêt, quoi. Donc, voilà un petit peu comment a démarré Colin MacArthur. Et donc, du coup, après, la question, c'était, bah, qu'est-ce qu'on fait est-ce que le fait que ça ait fonctionné, c'est parce que c'est la montre commémorative qui est très belle symbolique ou c'est parce que Emmanuel Macron l'a reçu? Et donc là, il y avait aussi ce questionnement. Est-ce que le concept de montre commémorative est à valider ou pas? Il ne l'était pas, c'était encore trop tôt. Et donc, avant ça, j'étais déjà en discussion pour les 60 ans des Schtroumpfs. Et l'idée de faire les Schtroumpfs, tu vas me dire, bon, c'est complètement aux antipodes. On parle de commémoration de soldats tués et sur le côté, tu fais les Schtroumpfs. Oui, mais moi, ça me permettait de valider jusqu'où on pouvait faire le concept. Donc, d'un côté, tu as, euh, tu as les commémorations militaires, en quelque sorte. Et de l'autre côté, tu as les Schtroumpfs. Si les Schtroumpfs, ça fonctionne, c'est-à-dire que tout le spectre est validé. Donc, tu pourrais traiter tous les sujets possibles et imaginables. Malheureusement, les Schtroumpfs n'ont pas fonctionné. Ah, Donc, j'ai pas pu valider le tout, quoi. Et donc, on a lancé les Schtroumpfs quelques mois plus tard. Ça a été un gros flop. Et puis, je me souviens, en février, et c'est mon nouvel actionnaire qui m'envoie un article sur Leonardo da Vinci. On allait célébrer ses 500 ans le 2 mai. C'était 4 mois plus tard.
Alors que l'armistice, ça a pris 1 an et demi à mettre en place. Là, le 2 mai, le début février, je me dis, je vais faire une montre Da Vinci. Et donc là, je n'avais plus que 3 mois pour la faire. Ah, c'est chaud ça quand même. C'était chaud, ouais, c'était chaud à fond. Et on a imaginé une très belle montre Leonardo da Vinci, qui d'ailleurs, aujourd'hui, le premier modèle est sold out, donc on a vendu les 500 montres. Et donc, c'est une montre qui tournait complètement à l'envers. Pourquoi? Parce que Leonardo da Vinci écrivait de droite à gauche. Il avait cette écriture qu'on disait ésotérique. Et donc, on voulait faire un truc en rapport avec cette écriture. Plus tous des autres symboles. On a utilisé la suite de Fibonacci, qui est en rapport avec le nombre d'or, qui est un nombre qui obsédait Leonardo da Vinci. Plus plein d'autres. Il faut voir la montre. Elle est truffée vraiment de très beaux symboles. Mais le fait qu'elle tourne à l'envers était vraiment la singularité de cette montre-là. Et je reviendrai sur ce mot singularité parce que ça fait partie de notre concept. Euh, et donc, c'est pour ça, je pense que les gens l'achetaient. C'est qu'elle tourne complètement à l'envers, donc seconde, minute, heure. Et il faut lire l'heure en effet miroir. Donc, lorsqu'il est 11 heures, bah, les aiguilles vont être sur 1 heure, quoi. Tu vois, donc, mais une fois qu'on a le truc, on peut lire très facilement. Et donc, on a lancé cette collection-là. On a fait un partenariat avec l'exposition itinérante de Leonardo da Vinci, qui à l'époque était au musée de la région de la Vie Wallonne à Liège. Et donc, on a lancé notre collection là-bas. Pareil, conférence de presse. RTBF est venu, RTC est venu. Et sur la semaine, de nouveau, on vendait 200 montres, quoi. Et donc là, voilà, boum, on valide le concept de montre commémorative. Peut-être pas sur tous les sujets, mais sur des sujets universels. Euh, et donc voilà, mais encore d'autres questions, il y avait encore d'autres choses à valider, le positionnement, le prix, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne faisait que des montres quartz à 500 euros. Maintenant, on fait aussi des montres automatiques. Il y en a qui frôlent les 2000 euros, qui se vendent. Donc, en termes de positionnement, on se rend compte qu'on peut être sur différents positionnements et toujours garder beaucoup de cohérence par rapport à ça, quoi. Euh, et donc voilà, après, 2 mois plus tard, on lançait les 50 ans de l'homme sur la Lune. Donc ça s'est vraiment enchaîné, quoi. Euh, et c'est seulement en 2000, en 2019, oui, en 2019, donc c'est l'année où on a lancé Da Vinci. Un mois plus tard, c'est RTL TVI qui nous contacte. Je peux citer RTL, ouais. Oui, je pense. Ouais. Ok. Donc c'est RTL TVI qui nous contacte et qui nous disent, voilà, on pense que vous avez un produit qui est mature, une marque qui semble assez mature pour pouvoir être lancée à la télévision. Est-ce que vous seriez intéressé de travailler avec nous? Et à la base, ce qu'ils voulaient, c'était rentrer dans l'equity, donc dans le capital. Moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, on a fait une campagne test au mois de décembre. Donc, ça a pris 6 mois de négociation. Et puis, en décembre, on a arrivé à un accord pour lancer une première campagne avec la montre lunaire, qui, à la base, n'avait pas fonctionné lors du lancement parce qu'on Ah, manquait de visibilité, quoi. On avait essayé de lancer ça au travers des médias, mais étant donné que 2 mois auparavant, on a lancé la Da Vinci, qu'on a eu une belle couverture, ben, c'est compliqué à chaque fois parce que les journalistes ne peuvent pas avoir une approche commerciale. Donc, c'est une approche commémorative, en quelque sorte, qu'ils avaient à chaque fois qu'ils parlaient de Colin MacArthur. Mais bon, là, ça devenait redondant. L'armistice, et puis Da Vinci, et puis Lunar. À chaque fois que parler de Colin MacArthur, quand il y a une célébration, ça commençait à faire beaucoup. Donc, on n'a pas eu beaucoup de visibilité à ce moment-là. Et pourtant, on avait mis les petits plats dans les grands, puisque le 16 juillet 2019, on avait lancé une montre dans le proche espace à partir de Sheffield, près de Manchester, et qui était une belle première pour nous, quoi, hein, avec un footing. Donc une vidéo de 3 minutes, une photo de la montre où on la voit vraiment dans le proche espace. Donc en termes de com, on avait vraiment fait quelque chose de chouette, mais la sauce n'avait pas plu, quoi. Donc ça a été un flop, on n'a pas vendu grand-chose. Il a fallu attendre décembre pour lancer la première publicité à la télévision pour se rendre compte de la puissance de la télévision, quoi. Et même RTL avait été surpris des résultats que ça avait donné. Et je pense que c'était aussi un cocktail qui faisait que la pub était assez bien léchée. On avait mis beaucoup d'efforts dans la pub. Une belle symbolique, aussi une belle singularité. De nouveau, singularité, c'est le fragment de météorite, donc le fragment de sol lunaire qui est serti dans la montre. Et donc les gens trouvent ça, enfin, ça fait waouh, quoi.
Et donc, au final, chaque euro qu'on investissait dans cette pub, c'était 2 euros qui rentraient, quoi. Ah ouais, quand même. Donc, sous des conditions très particulières du partenariat qui nous permettaient de générer une bonne marge. Mais malgré tout, les résultats étaient assez surprenants autant pour moi que pour RTL, quoi. Au début, avant de lancer la campagne, il m'avait dit, écoute, ne t'attends pas à grand-chose dès le début, il faut construire d'abord une notoriété autour de ta marque avant que les gens pensent à acheter, mais pas du tout. Les gens achetaient directement lorsqu'on passait à la télévision, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment encore le step supplémentaire quand on a commencé à travailler à la télévision. Ça a été vraiment l'étape supplémentaire et on a clôturé, je pense, 2019 avec 216 000 euros de chiffre d'affaires, donc stable par rapport à 2018. Mais voilà, c'était pas trop mal. Garder aussi un chiffre d'affaires stable, c'est pas une mauvaise chose non plus, quoi. Et en 2020, comment t'as fait pour passer alors de 200 000 à 1 million? Qu'est-ce qui a changé et qui a fait que tu as atteint ce stade-là? Ben, c'est triste à dire, mais c'est la crise. C'est la crise sanitaire qui a fait, qui a changé la donne, je pense. J'ai toujours voulu essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passait chez les voisins français. Le problème, c'est que travailler avec des chaînes comme TF1, France 2, M6, c'est extrêmement cher. C'est un pays qui comporte plus de 70 millions d'habitants. Donc, lorsqu'on paye en termes de ce qu'on appelle des GRP à la télévision, ben, un GRP en France, c'est-à-dire qui touche un certain nombre de contacts, coûte 6 fois plus cher qu'un GRP en Belgique. Et donc, lancer une campagne en France, ben, c'est minimum, tu dois mettre minimum 20 000 euros sur la table, quoi. Et donc, le risque est quand même assez important pour une C'est petite sûr, ouais. société. Et donc, on est arrivé au mois de mars, on ne faisait plus de pub. Janvier, février, mars, plus de pub du tout parce qu'on n'avait pas de nouvelle collection. Et donc là aussi, nouvelle question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut continuer à vendre des montres même hors des moments de commémoration? Ça avait été, je pense, validé partiellement au travers de la montre lunaire, mais bon, c'était aussi pendant les fêtes de fin d'année, donc les gens se ruaient aussi sur les produits. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut mettre en avant des produits qui ne sont pas en phase avec les commémorations dans des périodes qui ne sont pas forcément idéales pour vendre ces produits. Donc voilà, comme je dis, il y a plein de questions auxquelles on doit, et toujours aujourd'hui, on a plein de questions auxquelles on doit répondre. Et donc jusqu'au mois de mars, on a fait le gros dos. En plus, la crise, on s'est dit, bon, toutes les sociétés, au moment de la crise, c'était waouh, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein. Et donc, au mois de mars, je n'ai rien fait. Au mois d'avril, je me tâtais un peu et je me suis dit, bon, ben, tous les gens sont renfermés chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision. Et en fait, c'était assez paradoxal puisque le nombre de personnes regardaient, il y avait plus de personnes qui regardaient la télévision, mais à l'inverse, il y avait beaucoup moins d'annonceurs au niveau de la publicité puisque les magasins étaient fermés. Donc, pourquoi aller mettre en avant le parfum chic ou le parfum check si les gens ne peuvent pas aller l'acheter au magasin? Donc, les gens prenaient beaucoup moins la parole. Donc, principe de l'offre et de la demande, moins de demandes pour faire de la pub, ben, l'offre diminue. Donc, les prix, ils ont cassé les prix pour les new players, donc les pure players, pardon, donc ceux qui sont purement digitalisés. Et donc, M6 proposait des packaging spécifiques. Et donc, avant d'aller sur la France, moi, de mon côté, j'avais essayé avec RTL une campagne avec la DaVinci pendant le confinement qui a très bien fonctionné. Je me suis dit, bon, même en temps de confinement, les gens sont prêts à dépenser et ça ne, que le fait qu'on soit dans un moment de commémoration ou pas par rapport au sujet traité sur la montre, ça n'a pas d'importance. Et donc, du coup, j'ai demandé à RTL, qui fait partie du groupe IP qui détient M6 en France, de me mettre en contact avec M6. Et donc, M6 me dit, ah, ben justement, on a des packages pure player. Euh, et voilà, donc ce sera 20 000 euros, monsieur. Et bon, pour une petite société qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et qui, en plus, janvier, février, mars, on avait fait zéro, enfin, on avait presque fait un chiffre d'affaires, quoi. Et c'est là qu'on se rendait compte, sans pub ou sans visibilité au travers du rédactionnel, donc la presse papier, on ne va nulle part, quoi. Et à la base, la petite parenthèse, c'est qu'on voulait, avec Colin MacArthur, être notre stratégie à la base de communication était ce qu'on appelle la guérilla marketing. C'était de ne pas dépendre des canaux de communication classiques, mais c'était uniquement de jouer sur du rédactionnel, donc contacter les journaux, etc., faire parler de Colin MacArthur
et en fait avoir de la publicité gratuite. Le problème avec ça, c'est qu'on dépend vraiment des choix des journalistes de traiter le sujet ou pas. Et donc, on était dépendant vraiment des choix de ces journalistes. Et donc, ça n'allait pas. C'était une grosse faiblesse pour Colin McArthur. La publicité, elle, tu mets l'argent sur la table, ils font la pub, ils s'en foutent, quoi. Et donc, en travaillant avec RTL ou M6, on répondait à un problème, on résolvait un problème de cette dépendance par rapport à la communication. Et donc, je me suis dit, bon, bah, et je me mettais dans le rouge avec ces 20 000, mais je me suis dit, bon, allez, il faut que je tente la France, quoi. Et donc, on a tenté la France. Je pense que c'était avec la Lunar. Et ça a été un gros boom, donc ça a très, très bien fonctionné. Et donc, pour te dire, en 2020, on a dépensé, je pense qu'on a dépensé, on était à 270 000 euros de dépenses de pub. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Et quand tu payes Euh, un package comme ça de 20 000 euros, la pub, elle tourne pendant combien de temps? oh, c'est une campagne de 1 à 2 semaines maximum. Ok, Donc, ouais. c'est rien du tout, quoi, hein. Mais par contre, ça a une puissance, ça a une puissance de frappe. Lorsqu'on a une pub qui passe en prime time sur M6, tu as 1200 personnes qui viennent sur ton site, quoi. Et tu dirais que c'est parce que ta clientèle, ce sont des... En fait, le profil de ta clientèle, c'est quoi? Alors, à la base, on voulait tenter de faire une segmentation et on essaie de targeter vraiment des gens qui étaient férus d'histoire ou qui avaient un intérêt pour l'horlogerie. Et on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que à chaque fois, ce sont des sujets différents qui sont traités, ce sont des designs qui sont différents et donc très compliqué de segmenter. Donc la seule segmentation que l'on fait, et encore, je ne sais même pas si on peut parler de segmentation, c'est l'âge. Donc on part sur le 25-54. Mais lorsqu'on fait de la pub à la télé, tu vas targeter une certaine tranche d'âge, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas toucher aussi d'autres personnes plus jeunes, plus âgées. Donc, Évidemment. il faut simplement de donner, on va dire, des garde-fous, mais sur le côté, tu targetes aussi d'autres personnes, même si tu n'en as pas envie. Donc, au final, en termes de, de, de segmentation et de ciblage, pour parler vraiment en termes marketing, on n'en a pas vraiment. On n'en a pas vraiment, quoi. Et je pense que c'est simplement du mass marketing. N'importe qui peut être. Par contre, au niveau digital, oui, là, on fait vraiment de la segmentation. Donc, on a des profils types, on fait du lookalike avec, avec notre communauté qui maintenant est de presque 5000 personnes qui nous suivent. Donc, là, on essaie de cibler des personnes qui ont le même profil, un profil similaire à celui de notre communauté. Enfin, tu sais ce que c'est. Ou alors, lorsqu'on, par exemple, là, on sort la Napoléon, ben, on va essayer de targeter des gens qui ont un intérêt pour Napoléon. Mais quand je parlais de profil, tu vois, je me demandais si tu savais vraiment qui sont les gens qui achètent vraiment. Est-ce que tu remarques que ce sont plus des personnes âgées ou des jeunes? Est-ce qu'il y a des profils vraiment qui se détachent? Alors, non, Non? non, c'est fou parce que autant on va avoir des personnes à la télévision, les personnes qui regardent la télévision en général, c'est des profils un peu plus âgés, j'ai envie de dire. Mais par contre, et c'est là où on est surpris, hein, c'est que de temps en temps, on pense qu'on a notre cible. Et lorsqu'on regarde des valeurs empiriques, donc qui sont incontestables, on se rend compte qu'en fait, on s'était complètement planté de cible. Donc, si on regarde sur Facebook, les gens qui convertissent le plus sur Facebook, c'est de 25-35. Euh, Or, on deal énormément aussi avec des gens qui, on va dire, sont entre, on va dire, 45 et 65 ans, j'ai envie de dire. Donc, par rapport à ça, à moins que je sois un très mauvais marketeur, je n'ai pas encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à établir le profil type. Voilà, ce sont des gens qui aiment l'histoire, ce sont des gens qui aiment, ce sont des gens qui peuvent aimer l'histoire, ce sont des gens qui peuvent aimer le design, parce que ce sont des montres aussi qui peuvent être portées sans forcément être trop kitsch. Donc, ce sont des montres qui restent élégantes et qui, c'est vrai, traitent un sujet, mais sont portées comme d'autres montres où on ne verrait même pas qu'elles traitent un sujet. C'est ça qui est très intéressant. C'est que
Euh, Si la personne désire échanger, elle peut le faire. Si elle n'en a pas envie, bah, c'est simplement une simple montre. Euh, donc, des gens qui aiment l'histoire, des gens qui aiment le design de la montre, ou des gens qui ont un intérêt pour l'horlogerie également, parce qu'on se rend compte qu'on commence vraiment à être considéré comme une maison horlogère à part entière par rapport à ce que l'on fait. Ce n'est pas au niveau de la mécanique de la montre qu'on commence à être reconnu, mais c'est plus au niveau de l'esthétique et du souci du détail. Et c'est là qu'on commence vraiment à être reconnu comme maison horlogère, quoi. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que donc tu es quand même avec un positionnement qui est très spécialisé, montre commémorative. Maintenant, tu vas quand même dans les montres un peu de luxe aussi. Tu es aussi avec des montres qui sont de collection et tu te retrouves quand même avec un marché qui est mass market. Pourtant, moi, intuitivement, je me disais, bah, en fait, tu vas te retrouver avec un profil qui est très spécifique et au final, non. Ouais, et on en a payé les pots cassés, hein. Par exemple, en 2018, lorsqu'on a lancé la montre Armistice, on a fait des parutions dans des magazines comme BBC History et Historia. Et donc là, on se dit, on est en plein dans le cœur de cible. Eh bien, la conversion était presque nulle. Donc, tu vois, et sur le côté, ben, on passe au JT France 2, Télématin, euh, là où tu as un peu de tout, ben, ça convertit énormément. Euh, donc, je sais, voilà, je te dis, on a vraiment de tout. On a des gens qui l'achètent euh, parce que, parce que le mari est passionné d'histoire, parce que le mari est passionné par la Lune, ou alors parce que la personne est née un tel jour, ou parce qu'il y a des gens aussi qui achètent en espérant faire une plus-value qui font des placements. On a des gens qui nous demandent, bah, tiens, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vaudra que dans 5 ans? Ben, on dit ça dépend de la spéculation. Donc, on se rend vraiment compte qu'il y a vraiment de tout comme profil. Donc, faire de la segmentation, je pense, jouerait en notre défaveur. Et lorsqu'on fait de la pub, de toute façon, tout ce qu'on peut faire quand on fait de la pub, maintenant ça commence un peu à changer parce que ça devient tellement technologique au niveau de la pub. Maintenant, on peut même faire de la segmentation au niveau de la pub. Donc, si tu habites à Paris ou que tu habites à Lyon, la personne pourrait avoir des pubs différentes. Ou même en fonction de ton persona. Donc, on pourrait adapter ta publicité. C'est ce qui est en train d'être mis en place au niveau de la télévision, en France notamment, et je pense qu'en Belgique, ils sont sur le coup aussi, c'est qu'ils adaptent les pubs par rapport à ton profil. C'est Ah un oui, peu sérieux? Ah, ça, je flashant. savais Ouais, pas. ouais, ouais. Donc, à mon avis, d'ici 10 ans, mais c'est quelque chose qui est en cours de développement. On n'y est pas encore, mais ils commencent à travailler dessus. Et il y a des produits déjà qui sont proposés aux clients pour faire du targeting au niveau de la publicité télévisuelle. Mais de mon côté, peut-être en termes de ville, on se rend compte que peut-être qu'il y a plus de gens qui achètent lorsqu'ils sont dans des grandes villes. En Belgique, bah, c'est Liège, c'est Bruxelles, parce que peut-être les gens sont plus ouverts à la culture ou des choses ainsi, je ne sais pas. Ou peut-être un pouvoir d'achat plus élevé, au global, hein, Mhm. qu'on ne se méprenne pas. Mais voilà, mis à part ça, je ne ferai pas je reste sur du mass market et je veux rester sur du mass market. Et aussi, l'autre raison, c'est qu'en faisant du mass market, on travaille énormément à la notoriété aussi. Et donc, on est en train de convertir les clients de demain, en quelque sorte. Tu vois. Donc, il y Mais a ce qui est bien cette. aussi, c'est que tu as un potentiel de croissance énorme. À partir du moment où tu es sur du mass market, t'as pas vraiment de limite à ta croissance. Oui, oui et non, parce que. Alors, on est sur du mass market parce que. On est sur un potentiel de croissance parce que si on reste sur la Belgique et la France, on a des très beaux projets qui sont en cours de discussion. Hier encore, on était en discussion on était sur un meeting entre M6, RTL et Universal pour un énorme projet l'année prochaine qui est en train de normalement aller dans le bon sens, mais je ne peux pas encore en parler pour le moment. Mais par contre, on a par exemple la Lunar, on a fait une campagne sur ITV en Angleterre, au niveau national, campagne qui m'a coûté 30 000 euros. Les retours ont été catastrophiques. Catastrophiques. Alors, va expliquer ça. Va expliquer ça. Je ne sais toujours pas. J'ai toujours eu toujours été très compliqué de comprendre le marché anglais. D'ailleurs, toujours maintenant, j'ai un problème avec le marché anglais. Apparemment, il ne me veut pas. Mais ça fait des années que j'essaye de percer et que je n'y arrive pas. J'ai une personne qui est là-bas sur place pour essayer de débloquer, de trouver, tu vois, de mettre le tout en place. Mais
Le marché anglais est très, très compliqué. Maintenant, est-ce que c'est une question de culture ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent influencer ce comportement? Je ne sais pas, mais voilà, il y a des fois des flops. Donc, ce que je me suis dit, comme toi aussi, je me suis dit, imagine qu'on fasse ça sur toutes les télés, qu'on met 20 000 euros et qu'à chaque fois, chaque euro investi, c'est à 2 euros qui rentrent. C'est parti, on se lance au niveau mondial, quoi. Hein, Ouais, c'est c'est une sûr. question de temps. Ben, on se rend compte qu'au final, c'est pas aussi simple que ça. Et le problème, c'est on n'a pas encore les reins suffisamment solides que pour se dire, bon, allez, on tente et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on avance. La campagne sur le UK m'a fait énormément de mal pour ma trésorerie, tu vois. Et donc, du coup, ça t'empêche de lancer d'autres choses. 30 000 euros, c'est très peu pour la télé, mais 30 000 euros pour une société, je peux engager quelqu'un pendant des mois, quoi, avec 30 000 euros, tu vois, et qui Ouais, c'est pourra sûr. amener énormément de nouvelles choses. Et donc, c'est des choix qu'il faut faire. Et c'est ça aussi où il y a vraiment un déséquilibre énorme. C'est que l'année passée, on a dépensé plus de 400 000 euros de pub. 400 000 euros, imagine ce qu'on peut faire avec 400 000 euros si c'est pas pour de la pub, quoi. C'est énorme. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que je suis obligé de passer par là, quoi. Et ici, j'ai vu, voilà, et tu en as parlé juste avant, que tu fais de la publicité digitale aussi. Comment tu utilises la publicité digitale? Est-ce que tu as aussi d'aussi bons retours que la publicité dans la presse ou à la TV? Alors, c'est pas pour prêcher contre ta chapelle, mais de notre côté, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je C'est suis sûr. aussi obligé de faire de l'offline et de l'online. Et si j'enlève l'un de ceux-là, c'est comme si j'enlevais l'engrenage d'un système mécanique où ben, les choses ne se transmettent pas comme il faut, quoi. Donc, pour avoir un message qui soit cohérent et qui ait de la cohérence de A jusqu'à Z, il faut vraiment que tous les rouages s'intègrent bien l'un dans l'autre. Et si tu enlèves la télé, ben, il manque un rouage. Si tu enlèves le social media, il manque un rouage. Et si tu enlèves la presse papier, le rédactionnel, donc c'est un tout. Et je pense que si on me demande, bah, tiens, qu'est-ce que tu enlèves? Ce serait le premier rouage que j'enlèverais, ce serait peut-être le rédactionnel parce que c'est un plus. C'est un plus qui amène plus de crédibilité. Mais le social media, de mon côté, on a un budget quand même qui est relativement conséquent. On a plusieurs milliers d'euros de dépenses par mois pour les social media. Donc, et que ça soit du Google AdWords, que ça soit du Facebook avec les light posts ou les dark posts, que ça soit de l'Instagram. LinkedIn, on a ici, c'est très cher. Oui, c'est sûr, Euh, ça. mais je pense que nos plus grosses dépenses, pour le moment, c'est Facebook et Google AdWords, parce que c'est très important aussi pour nous retrouver facilement. Parce que le mot Colin MacArthur est écorché, est vraiment mis à toutes les sauces. Donc, on va être sûr que quel que soit ce que les gens tapent, MacArthur ou Colin, enfin voilà, Ouais. il faut qu'on tombe facilement sur nos montres. Et donc, ça a un coût aussi. Et alors, au niveau des social media, bah, on essaie vraiment d'étendre cette toile au niveau média. Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Twitter, on ne veut pas parce qu'on pense que ce n'est pas fait pour nous. Si moi, en tant que dirigeant, tu as envie de prendre la parole, oui, ça peut être utile, mais pas en tant que société. On est sur Pinterest, Instagram. Et donc voilà, on regarde aussi pour être sur des plateformes de commerce. Donc on a mis Facebook Shopping en place, on a mis Google Shopping en place. Donc on essaie vraiment, pardon, d'être proactif par rapport à ça et de regarder tous les nouveaux, les places marchandes où on pourrait encore s'installer, quoi. On est aussi sur Chrono 24, bien que ça ne convertit pas forcément, on continue à y être parce que c'est une question d'image aussi, quoi. Et dans tout ça, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans la sphère digitale pour toi? Euh, Facebook est très puissant, hein. Facebook est très puissant et ici, je dirais on doit être à un budget peut-être entre 1 500 et 2 000, mais on arrive à toucher 300 000 personnes par mois. D'accord, ouais. Donc on a un reach de 300 000 personnes par mois, pas d'interaction, de reach. Et donc, pour moi, un reach, on a beaucoup d'interactions. On voit malgré tout qu'on convertit, donc on génère du revenu au travers de Facebook. Mais je pense que ces gens Facebook sont des gens aussi qui sont venus sur le site via la pub et ensuite on les retarget. Il y a du remarketing.
qui se fait grâce, enfin, tu sais bien comment ça va, on fait du remarketing au travers de Facebook et finalement, les gens se souviennent que Colin McCarthy est là et un jour ou l'autre se convertissent et achètent une montre, quoi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que si on avait que la pub à la télé, ben, les gens viendraient sur le site et puis ben, devraient revoir la pub à nouveau pour pouvoir se décider. Tandis qu'avec les plateformes de réseaux sociaux, ça nous permet qu'une fois que la personne est mise sur le site, de pouvoir rappeler qu'elle est venue et de lui proposer les produits qu'elle a visités sur le site, quoi. Donc l'un sans l'autre, les résultats ne seraient pas Non, mais je suis d'accord aussi avec bons. toi. De toute façon, il faut un mix entre le marketing traditionnel, comme on dirait, et le digital. Je suis tout à fait Ouais. d'accord qu'il faut utiliser les deux pour maximiser les retours. Ouais. Et alors Voilà. aussi, le truc, c'est que c'est simplement ici, ça fait 3 mois ou 4 mois qu'on a vraiment une stratégie digitale qui devient vraiment une stratégie en béton. Mais avant, c'était bon, est-ce que je poste, est-ce que je poste pas? Tandis qu'ici, maintenant, on a notre planning qui est prévu à 5, 6 semaines à l'avance. Que ça soit au niveau des postes, sont déjà écrits 5, 6 semaines à l'avance. Les budgets par jour sont définis un mois à l'avance. Donc là, on a déjà le budget jour par jour pour de live post, pour du dark post, pour des carousels, pour Google AdWords, pour Instagram. Donc on a vraiment tout qui est défini à l'avance. Et ça permet, ça donne vraiment aussi une puissance de frappe qui est tout autre que ce que j'avais auparavant. Donc voilà, les choses se mettent petit à petit en place. Avant, c'était d'autres problèmes qu'on avait. Maintenant, je pense que moi, la pierre angulaire qui était en quelque sorte manquante, c'était la communication. Et c'est vraiment là-dessus maintenant, moi, que je me concentre le plus clair de mon temps, quoi. Ok. Et j'avais quelques questions au niveau de tes lancements de produits, puisque voilà, depuis l'armistice, probablement à chaque fois tu fais un nouveau produit, à chaque fois avec une grosse campagne de lancement. Comment ça se passe en fait? Comment tu prépares ces lancements de nouveaux produits? Alors, toujours aussi chaotique qu'avant, ça, de ce côté-là, j'ai du mal à. Ouais, non, il y a tellement de choses. Et puis, c'est écrire un communiqué. Parce que, par exemple, ici, on avait Magellan qui est sorti le 27 et puis la Napoléon le 5. Donc, c'est la première fois que j'avais des sorties comme ça, aussi proches l'une de l'autre. Et la communication au niveau de la presse, c'est juste un cauchemar, quoi. Parce que là-bas, je vais un petit peu expliquer ici la démarche, hein, pour Magellan. Donc ici, ça fait, on va dire, 2 mois qu'on réfléchit à comment est-ce qu'on va lancer ça. Et c'est la première fois où on décide, d'avant même lancer la collection, de dévoiler le modèle au travers de dark posts sur Colin McCarthy. Donc, les dark posts, comme tu le sais, hein, ce sont des posts que l'on ne voit pas dans la timeline, mais qu'on peut lancer pour que les personnes, les internautes puissent le voir sur leur fil d'actualité. Et en fait, ce qu'on veut faire par là, c'est une sorte de prototypage. Donc, c'est de voir un petit peu quel est l'intérêt de ces gens de la population par rapport au sujet traité. Et donc, on lance un dark post et on regarde combien d'interactions est-ce qu'on obtient, combien de commentaires, quels sont nos commentaires par rapport au design. Et alors, ce que l'on fait aussi sur le côté, c'est qu'on fait une collecte d'adresses email. Donc, on lance des dark posts en disant, voilà, inscrivez-vous pour une preview qui vous donnera accès à la collection 4 jours avant le lancement officiel et une réduction de 10% sur la collection. Et donc, par exemple, Magellan, on a fait la campagne, on a récolté 400 adresses mail. Napoléon, on est à presque 800 adresses mail de récoltées. Donc, il y a 800 personnes qui attendent la sortie de la collection. Il n'y aura pas 300 personnes qui achèteront, je te rassure. Mais il y aura peut-être, on va dire, 5-10% qui vont peut-être acheter dès le début. C'est ça? Les autres peut-être plus tard. Et donc, voilà, on essaye tout doucement aussi d'établir un canevas, une sorte de cahier des charges, un processus pour lancer les. Et donc, de nouveau, c'est comme je te dis, je suis toujours en train d'apprendre. C'est que là, c'est un petit peu du test and learn. Et donc, j'apprends toujours de mes erreurs. Et les erreurs, bah, c'est clair, ça a un coût, mais on peut se le permettre maintenant, là où on en est aujourd'hui. Euh, mais il y a encore beaucoup de questions à répondre. Et là, on est toujours dans cette phase d'apprentissage pour mettre vraiment un cahier des recherches très spécifique pour le lancement de chaque collection. Et pour le moment, je pense qu'on n'a pas trop mal fait avec Magellan et Napoléon. Euh, et alors, du coup, bah, pour répondre à tes questions, donc, il y a ce lancement de Dark Post pour voir comment ça plaît. Il y a aussi ce lancement de collecte d'adresse mail, mais bon, ce sont des choses ça coûte entre 0,5 et 1 euro la collecte d'un seul email. Donc, il faut être sûr quand même que tu aies un retour sur investissement minimum. Euh,
et ça, c'est seulement maintenant qu'on arrive à répondre à cette question, de voir quel est le pourcentage de gens qui ont donné leur adresse mail qui finalement convertissent. Et alors au niveau rédactionnel, donc normalement, il y a le niveau rédactionnel sur le côté aussi. Donc là, on écrit un communiqué de presse et on identifie les journaux à qui on a envie de partager ça. Et là, hier encore, j'ai envoyé le communiqué de presse pour la Napoléon. On va voir ce que ça va donner. Mais Et donc ici, alors, quand tu expliquais que le dark post, donc la publicité sur Facebook, euh, tu fais ça avant de faire le communiqué de presse, tu valides d'abord l'intérêt pour le modèle avant de bah faire le ici, communiqué de voilà, presse? j'ai lancé hier, j'ai envoyé à Belga le communiqué de presse pour la Napoléon. euh, qui leur donne les visus, qui leur donne, comme je dis, le communiqué de presse, mais qui donne aussi accès à la page, la landing page qui est en place pour le moment, qui permet aussi via le site, parce qu'on a Facebook où les gens peuvent donner leur adresse mail, mais on a aussi le site où les gens peuvent s'inscrire à la newsletter. Donc, on a les deux en parallèle. Pourquoi? Parce que les gens qui voient à la télé la pub pour la Lunar, mais qui arrivent sur le site et qui voient, par exemple, la Magellan, ah, elle est magnifique, mais qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, inscris-toi et tu seras au courant tu seras, tu pourras accéder au Prime. Ben, comme ça, on essaie de collecter le plus de data possible avant le lancement. Euh, et alors, du coup, ben, la Napoléon, ça fait 4 semaines qu'on a lancé la campagne pour la collecte d'adresses mail et c'est seulement maintenant qu'on envoie le communiqué de presse parce que la commémoration est le 5 mai. Et donc, du coup, on essaie d'être le plus proche possible des commémorations parce qu'il y a une sorte d'émulsion qui soit de Napoléon, on l'entend à toutes les sauces. Et Mhm. c'est à ce moment-là qu'il faut aller contacter la presse et dire, hey, by the way, on est en train de lancer une montre commémorative pour Napoléon, quoi. Maintenant, on verra. Sur le côté, on a fait ça pour Magellan. On a eu une très belle parution dans la Meuse, enfin, Sud Presse. On est en ce moment même en train de faire un concours qui vient de se terminer aujourd'hui sur Bell RTL toute la semaine pour gagner une montre Magellan. On fait aussi un concours dans Sud Presse pendant 2 semaines pour gagner la montre Magellan. On est en discussion pour mettre un autre concours pour gagner la montre Napoléon. Et donc voilà, il y a aussi la radio qu'il faut pas sous-estimer, qui est très intéressante aussi. J'ai été faire il y a RTC qui est venu aussi, grâce au communiqué de presse qu'on a envoyé sur Magellan, qui est venu dans notre bijouterie, enfin dans notre showroom, qui a donné aussi énormément de visibilité, qui a fait pas mal de conversions aussi. Et grâce à RTC, il y a Vivacité qui m'a demandé d'être pendant 10 minutes sur la radio. Donc, c'est un truc qui se fait un peu en chaîne, quoi, tu vois. Et la complexité ici, c'était, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on communique sur Magellan? Est-ce qu'on communique sur Napoléon? Ou est-ce qu'on communique aussi sur le big step de Colin MacArthur et qu'on vient de passer la barre du million sur les 12 derniers mois? Donc, et à chaque fois, en fonction de ce que tu vas traiter, ça ne va pas intéresser la même presse, tu vois. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un mix. On a fait un communiqué de presse qui mélange les trois. Et donc, bah, en fonction de la presse, elle trouvera forcément son intérêt. Si c'est une presse économique, bah, elle s'intéressera à l'aspect de l'évolution de Colin MacArthur. Et si c'est une presse plus culturelle ou lifestyle, bah, elle va s'intéresser à plus Magellan ou Napoléon. La question après, c'est de savoir, bah, tiens, est-ce que c'est mieux de traiter Napoléon ou Magellan en premier? Qu'est-ce qu'on met en avant? Et au début, on a fait un communiqué de presse qui mettait Magellan en avant parce qu'on pensait que il allait avoir une évolution. Malheureusement, on n'a pas du tout parlé de Magellan le 27 avril, alors que c'était les 500 ans de cette première circumnavigation. Mais par contre, on parle de Napoléon à toutes les sauces. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rechangé ce communiqué de presse Magellan, on a fait beaucoup plus gros focus sur Napoléon, qu'on a envoyé hier. Et donc, voilà, et c'est ça que je dis, c'est un vrai cauchemar. Est-ce que c'est un manque d'organisation de ma part? Je ne sais pas. Mais il y a énormément de remises en question de mon côté qui font que bah, il y a l'équipe sur le côté bah, qui doit s'adapter par rapport aussi à mes, à mes changements d'avis incessants, quoi. Ah, mais voilà, t'es dans la learning curve toujours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, en gros, pour résumer, toi, comment tu fais pour tes lancements, c'est d'abord, tu vas créer des campagnes digitales pour essayer de récupérer des adresses email avec une liste prioritaire d'attente, en gros, pour avoir accès en priorité à la sortie du produit. Et à côté de ça, tu vas faire vraiment du PR, de la relation publique, avec la presse, avec la Exact. radio, etc. En Alors, gros, c'est ça. le cas le plus parfait, ce serait d'avoir le spot publicitaire qui sort. Euh, le problème, c'est que, ben, regarde, Napoléon, j'ai commencé à travailler dessus il y a 3 mois peut-être. Et donc, on vient seulement il y a 3 jours de valider le- les shootings
qui est de la modélisation 3D au final, hein, qu'on travaille avec une société pour faire cette modélisation 3D, pour être le plus fidèle possible de la réalité. Mais le problème, c'est qu'on a encore des aspects techniques qu'on doit encore confirmer sur la montre, qui fait qu'on ne peut pas encore valider complètement la modélisation 3D, et donc, qui dit on ne peut pas valider non plus le spot publicitaire. C'est ça. Et donc ça, c'est très embêtant parce que ce serait vraiment génial que le jour des commémorations, boum, tu lances la publicité Napoléon, et là, ça va faire un effet de résonance. Je n'ai jamais pu le faire, donc je ne peux même pas te le dire. Mais je pense que ça aurait fait une résonance énorme quoi, au niveau de la population. Les gens achèteraient. Quoi. En gros, ça demande juste beaucoup plus de planification, quoi, en gros. Ouais, plus de planification, exactement. Et ça, pour le moment, je suis plus réactif que proactif pour le moment. Quoi. Par exemple, Napoléon, non, Magellan, ça m'a pris plus d'1 an de dessiner la montre. Et le problème, en fait, aussi avec moi, c'est que j'ai tendance à être un petit peu, est-ce que c'est trop ou c'est ce qui fait que notre réussite? J'ai tendance à être méticuleux. Et donc, j'ai perdu énormément de temps pour des petits détails sur la Magellan qui fait qu'on a été à la bourre on a vraiment été à la bourre pour finaliser le design final. Et donc, du coup, on est en retard sur le lancement de la communication. Quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est comme j'ai dit, c'est qu'on peut lancer une pub hors des commémorations et ça fonctionne toujours. Mais je pense que l'impact serait beaucoup plus puissant si on le faisait pendant la commémoration. Mais malgré tout, ce n'est pas perdu. Quoi. Donc, on fera quand même le spot publicitaire, mais qui sera en décalé. Et puis, Napoléon, je pense que c'est aussi toute l'année où on va parler de Napoléon, les 200 ans de Napoléon, parce que c'est assez incroyable comme la façon dont on en parle, la fréquence dont on entend parler. On en voit partout, il y a même des expositions qui arrivent un peu partout. Ouais. Et là, on est en discussion aussi avec des émissions en France, des grosses émissions qui traitent l'histoire. Je ne vais pas les citer parce que c'est encore trop tôt, mais je pense que vous savez, vous voyez un petit peu les grandes émissions qui traitent l'histoire en France. On est en discussion avec eux pour un partenariat. Et aussi avec on essaye de contacter l'un des plus grands collectionneurs de France des objets de Napoléon pour pouvoir faire un partenariat avec cette personne qui est très, très, très connue sur le territoire français et aussi en Belgique. Donc, il y a aussi des belles choses par rapport à ça. Donc, rien n'est perdu pour Napoléon. Quoi. Je crois vraiment que dans le cas de Colin MacArthur, vu maintenant la tournure que ça prend avec montre commémorative, euh, montre de luxe, etc., je pense que tu as tout intérêt à continuer à faire des partenariats avec des gens qui sont influents dans la thématique en Exactement. particulier. Et c'est là où je rebondis sur le projet de l'année prochaine, où je t'ai dit qu'on était en contact avec Universal. C'est il y a une commémoration qui est très, très importante l'année prochaine. Je pense que tout le monde se consentira un peu, concerné, non, mais en tout cas, on saura de quoi on parle. Et tout le monde aura connu la personne que nous commémorons. Et ce projet pourrait être là, si on arrive à avoir les droits, et ça paraît bien parti, Colin MacArthur rentrera encore dans une nouvelle ère. Et je pense que là, on pourra venir chatouiller un petit peu les grands de ce monde dans le monde de l'horlogerie. Quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà été approché ou tu as déjà eu des retours de grandes maisons horlogères? Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec? Non. Et, non, mais je t'avoue que c'est le jour où ça se passe, et j'y pense, hein, un groupe comme Richemont, des choses ainsi. Je pense que le concept en lui-même est un concept qui est nouveau, qui n'existe pas encore dans le marché horloger. Oui, il y a beaucoup de sociétés qui disent on va faire une montre commémorative pour tel ou tel, mais elle ne comporte pas l'histoire en question. C'est simplement un partenariat ou quoi qui leur permet de dire que c'est une montre commémorative. Euh, mais je pense qu'on tient à quelque chose de très, très spécifique qui fait qu'on est aussi dans un océan bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. C'est clair qu'on est dans le milieu de l'horlogerie et qu'il y a énormément de concurrence, mais dans le thème abordé, on n'a pas de concurrence. Et ça amène énormément de force pour nous, énormément de potentiel aussi. Et j'espère au fond de moi qu'un jour, on aura un groupe horloger qui nous contactera pour nous racheter. Maintenant, savoir si c'est quelque chose que j'envisagerais, je ne sais pas du tout parce que ça reste mon bébé. Et sans ça, ça fait clairement partie intégrante de ma vie. Donc, tu enlèves Colin MacArthur,
Enfin, je suis tout nu, quoi. Hein. Je ne sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais de mes jours, quoi. Hein, parce que mes journées tournent autour de Colin MacArthur. Mes discussions tournent autour de Colin MacArthur. Donc, si tu enlèves ça, je pense que je ne suis plus la même personne, quoi. Triste à dire, hein, peut-être. C'est comme ça. Un psychologue te dira que tu dois être une personne à part entière et ne pas te définir au travers de ton boulot. Mais Colin MacArthur est clairement une projection de moi. En tout cas, ou peut-être une projection du meilleur de moi, on va dire. Parce que voilà, ça prône les belles valeurs, etc. Et que je trouve que c'est très noble en soi. Et je crois clairement en cette mission. Sinon, je ne mettrais pas autant d'énergie. Et d'ailleurs, en ce sens, c'est que et là, je pense que je suis tout doucement prêt à en parler parce que j'ai vraiment envie que lorsqu'on parle de quelque chose, on se met un peu la pression aussi hein, pour que ça prenne vie. Et j'aimerais vraiment pouvoir créer une ONG autour de Colin MacArthur où une partie des bénéfices soit allouée aux nobles causes ou aux problématiques d'aujourd'hui pour pouvoir faire un monde meilleur de demain. Et en termes de message, c'est très chouette parce que c'est commémorer aussi le passé. C'est un peu le pont entre le passé et l'avenir, quoi, tu vois. Et donc, il y a un message d'espoir derrière aussi qui remet en avant les nobles valeurs du passé, donc les sacrifices de certaines personnes du passé ou des gens qui se sont illustrés par le passé. Et sur le côté, des belles valeurs qui peuvent aussi porter un meilleur avenir. Quoi, tu vois. Donc, il y a un beau message derrière aussi. Mais au-delà de l'aspect marketing, j'aimerais vraiment créer cette ONG sur le côté qui soit partie intégrante de Colin MacArthur. Quoi. C'est un beau projet, ça donnerait une certaine raison d'être supplémentaire à Colin Ben, MacArthur. pour moi, c'est une raison d'être qui existe. C'est une idée que j'ai derrière la tête depuis le début, mais ça demande énormément de ressources financières aussi. Ça demande d'engager quelqu'un pour s'en occuper à temps plein. Et ça, pour le moment, bien que la société est en pleine croissance, on est toujours très limité. En termes de trésorerie, ben, quand on est en pleine croissance, on a des gros challenges de trésorerie. Et là, c'est clairement le gros challenge du moment, c'est la trésorerie. Donc, c'est pas encore le moment de le faire et je le ferai le jour où je serai beaucoup plus confortable au niveau du cash. Quoi. Je me demandais pour l'avenir de Colin MacArthur, puisque pour le moment, donc positionnement avec beaucoup d'éditions limitées, est-ce que tu comptes continuer à faire ça ou tu comptes revenir peut-être un jour sur des collections un peu plus permanentes, comme tu as avec celle pour la Garde royale, qui sont des collections que tu gardes toujours? Moi, j'aime bien ce système de collection limitée parce qu'il y a cette notion, en termes de marketing, il y a cette notion de rareté en quelque sorte, qui amène de la valeur, cette notion de série limitée, je pense, qui amène un certain succès aussi. Je pense on ne vendrait pas autant si ce n'était pas des séries numérotées. Euh, et il y a cet aspect éphémère qui amène aussi à chaque fois un vent frais. Le fait qu'il y ait un renouvellement de collection et que les anciennes ne soient plus et que les nouvelles prennent le dessus, je pense il y a un vent frais aussi qui donne, qui assure la jeunesse de Colin MacArthur en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as pas peur qu'à un moment tu te retrouves limité parce que des lancements sur une année, tu peux pas en faire 20 non plus, tu vois. À un moment, quand tu vas commencer à grandir, est-ce que tu crois pas que tu vas être limité dans ta capacité de Bah, croissance si tu alors là, reposes uniquement là-dessus? Jean-Christophe, j'ai envie de te dire, ça, c'est un problème de riche. C'est vrai, c'est un problème, c'est ce qu'on dit, c'est un Ouais. problème. J'espère me le poser un jour, ce problème. C'est un problème de riche, quoi. C'est-à-dire que le jour où je me poserai cette question, c'est qu'on sera on sera encore dans une nouvelle sphère, en quelque sorte, tu vois. Et je pense que tu vois, si je veux commencer à répondre à ces questions-là, je vais devoir répondre à des questions, c'est aller trop loin dans l'avenir. Et je pense au jour d'aujourd'hui, je pense que je dois toujours réfléchir sur du court, du moyen et du moyen long terme que de se dire, oui, mais si je fais ces collections limitées, est-ce qu'un jour je ne vais pas le regretter? Je me pose hein, cette question, c'est vrai, mais je pense que je dois simplement continuer avec ce concept parce qu'il fonctionne, que parce que pour le moment, ça ne me limite pas parce que je n'arrive pas encore, les collections ne sont pas encore écoulées, bien seulement la Da Vinci 43 mm, elle est écoulée. Et aussi, non, c'est vrai, il y a aussi la Lunar Black automatique qui est partie, qui était vendue à 1 500 euros, elle est complètement partie. Mais
comme je dis, c'est des problèmes c'est des questions des problèmes que j'aimerais qu'ils soient plus récurrents, en quelque sorte. Tu vois. Et le jour où ils seront plus récurrents, là, je me poserai vraiment cette question, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, quoi. Ok, c'est sûr. Bah, c'est sûr que ça sert à rien nécessairement de se poser la question maintenant si c'est pas encore prêt d'arriver là tout de suite. Autant se Ouais, focaliser ouais, sur ce qui ouais, fonctionne, c'est sûr. je pense aussi. J'avais encore Donc quelques voilà. questions, juste vraiment, là, c'est pour ma curiosité personnelle. Je me demandais mais comment vous avez fait pour avoir des fragments de météorites à mettre dans la montre de la lunar? Alors, donc les fragments de météorites, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le mot météorite, c'est que ce sont des fragments qui, un jour ou l'autre, se sont crashés sur le sol de la Terre et il y a des collectionneurs de météorites qui revendent aussi leurs météorites. Et donc, Hmm. nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a acheté une météorite et ensuite, donc la personne qui nous vend a couper, tailler ces fragments pour pouvoir les sertir dans la montre. Donc, ce sont des fragments qui font entre 2 et 3 millimètres et qui sont sertis sur la montre à midi, quoi. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, ici, on est sur un autre projet où on utilise de la poussière d'une autre planète. Ah, Donc, pas mal ça. d'ailleurs, et entre parenthèses aussi, là, je suis avec un nouvel associé, on est sur le point de créer une nouvelle marque de montre aussi, qui s'appelle Gravity normalement. Et je vous laisse imaginer le thème qui sera abordé. Et voilà. Ah, ok, je me réjouis de voir la marque du coup. Alors, on a déjà le premier modèle qui est dessiné, elle est géniale. C'est Donc, pour quand? on espère fin de cette année. Ah, déjà? Ah, Ouais, quand ouais, même. ouais. On Le va regarder design ça est alors. pratiquement validé. On a encore quelques petits soucis techniques à régler, mais on a une idée. Bah, la marque, je pense qu'on l'a validé. Il y a le logo qu'on doit encore retravailler, mais on a déjà le concept de la marque. On a le premier modèle et on sait comment est-ce qu'on va lancer ça dans un premier temps, quoi. Et le premier projet, normalement, ce sera une joint venture entre Colin MacArthur et Gravity. Et juste pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une seconde marque? Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, c'est pour se lancer sur le marché américain avec un concept très particulier. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet très particulier qui tenait les gens très à cœur, quoi. Donc, on sait qu'il y a un potentiel énorme par rapport à Ok, ce concept. Donc, ok, bah, je me réjouis de voir ça alors. ouais, donc on s'éloigne un peu du concept Colin MacArthur, qui ne serait plus du commémoratif, mais c'est en quelque sorte grâce au learning de Colin MacArthur qu'on a identifié cette opportunité, en quelque sorte. Donc, Ok, donc voilà, on verra où tout ça nous mène. ouais, c'est sûr. Ensuite, je me demandais aussi, j'ai vu que pour plusieurs montres, on peut réserver un vol sur laquelle la montre est mise. Elle embarque sur un vol, par exemple, pour la Lunar, c'est C'est un ça, un ballon météo, c'est ça? un ballon stratosphérique. Et pour ces... Il y en a une autre, ça va dans un avion de combat, non? La Battle of Britain, ouais. C'est ça. Comment ça se passe? Comment tu organises ça? Écoute, en fait, la montre lunaire, j'avais vu il y a plusieurs années un cornet de frites qui avait été envoyé dans le proche espace, depuis la place de Bruxelles. Et quand j'ai lancé la lunaire, je me suis dit, bah, tiens, ce serait quand même une super expérience de proposer ce genre de choses aux clients. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu sur le marché ce qui se proposait pour ces lancements, voir si c'était accessible. Et on a trouvé une société de fait en Angleterre qui proposait ce genre de lancement à un prix raisonnable, on va dire. Et donc, du coup, le process, c'est qu'on met ces montres dans une nacelle avec une caméra embarquée. Le ballon est gonflé à l'aide d'hélium. On ne peut plus utiliser l'hydrogène pour des questions de sécurité, donc on utilise de l'hélium. Et ensuite, ça monte à plus ou moins entre 35 et 40 km d'altitude. Bah, le ballon, au fur et à mesure, vu que tu as la pression externe qui diminue, bah, le ballon a tendance
à grandir, grandir. Et puis il explose lorsqu'il est dans le proche espace, quoi. Et donc, la nacelle retombe et là, tu as un système de parachute qui s'ouvre dès que le ballon explose. Mais vu que tu n'as pas beaucoup d'air à cette altitude, bah, ça file à, je pense que la vitesse de pointe est de 240 km/h. Et au fur et à mesure qu'il rentre dans l'atmosphère, bah, l'air devient de plus en plus dense et donc le parachute devient de plus en plus efficace. Et ensuite, il y a un atterrissage qui se fait à plus ou moins 12 km, 12 km/h de vitesse, donc 4 mètres par seconde plus ou moins. Euh, et là, bah, on a un GPS dans la nacelle qui permet de récupérer la montre. Et alors, on a fait un lancement depuis Bruxelles. Donc, j'ai un pote qui était ingénieur. Ben, moi aussi, à la base, je suis ingénieur. On s'est dit, ben, tiens, on va se faire un petit délire. On va essayer de faire ça nous-mêmes, quoi. Et donc, j'ai fait ça. On a fait le lancement donc, on a acheté tout le matos, carte GPS. On a créé la nacelle nous-mêmes. On a acheté le ballon. On a acheté l'hydrogène, l'hélium. On a demandé l'autorisation à l'aviation pour pouvoir lancer, puisque tu as des avions qui passent au-dessus de l'atomium. Donc, on a dû demander des dérogations spéciales. Et puis ensuite, bah, on a fait le lancement nous-mêmes depuis l'atomium à Bruxelles. C'était le 30 octobre 2019, quoi. Très, très belle expérience, c'était super chouette. Et donc, on a lancé depuis l'atomium à Bruxelles et le ballon, la nacelle a atterri à Bâle. Ah, Banneux. Peut-être un signe, hein. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ah, c'est top. Et il y a des clients vraiment qui commentent ça? Ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, sérieux, ouais. ouais. D'ailleurs, là, on a encore en juin, on a encore des vols qui sont prévus en juin C'est toi ici qui les sur Paris. organises ou c'est la société que tu as trouvée? Non, maintenant ici, avec les restrictions actuelles, j'ai été une fois, moi, j'ai été filmer le premier lancement. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Tiens, c'est une bonne question. Je me demande si je n'irai pas encore à nouveau pour filmer parce que ça a toujours, les gens sont toujours intéressés lorsqu'on met un live de voir un peu comment ça se passe. Mais sinon, avec les restrictions actuelles, on envoie les montres à la société qui les conditionne avant l'envoi, quoi. Et pour dans les avions, comment ça se passe? C'est la On est même toujours en société? discussion. Donc là, on a contacté le Bill Heiner, qui est un des deux endroits qui étaient les plus utilisés lors de la Battle of Britain, là où les Spitfire décollaient. Et là, on a déjà un accord de principe sur embarquer les montres dans les vols Spitfire, quoi. Donc, c'est une sorte de baptême qu'on propose où les montres seront simplement disposées dans le Spitfire Ok. pour l'envoi. Mais du coup, là, si ça se fait, il y a des chances que peut-être que je demanderai d'embarquer dans l'avion comme expérience. Je ne sais pas encore, on verra, quoi. Ah, ça peut être top. Ici, pour conclure, je ne sais pas si tu as encore peut-être une anecdote à partager sur le développement de Colin MacArthur. Qu'est-ce que je peux. Anecdote. Qu'est-ce que j'ai comme chouette anecdote? Tu me prends de court là. J'ai une belle petite histoire par rapport à Alfred Worden. Oui, ça c'est une belle anecdote en effet. Alfred Worden est un des astronautes qui était sur la mission Apollo 15, donc, lui était dans le module qui est resté en révolution en orbite, pardon, autour de la Lune. Et donc, à chaque fois, ils partent à trois, les astronautes, lorsqu'il y a des missions Apollo. Et donc, il y en a deux qui descendent sur la Lune, et il y en a un qui reste en orbite autour de la Lune en attendant que les deux autres astronautes reviennent, quoi. Et donc, Alfred Worden était celui qui restait dans le module autour de la Lune. Et Alfred Worden, qui maintenant était âgé, à mon avis, de presque 80 ans, je pense, se rendait à Londres l'année passée, ou c'était en 2019, je pense. Il se rendait à Londres à une foire sur l'espace. Et j'avais demandé à ce qu'une montre lui soit remise. Et donc, j'avais demandé à pouvoir la remettre moi-même pour pouvoir faire aussi une belle petite campagne de presse. Il ne faut pas en rater une, hein. C'est sûr, ouais. Et donc, j'avais eu l'accord. Et donc, on m'a dit, voilà, rendez-vous à 10 heures à la foire pour remettre la montre, quoi. Et donc, moi, j'avais une agence de presse à Londres. Et j'avais dit, écoutez,
Est-ce qu'il y a moyen de voir s'il y a moyen de mobiliser des journalistes pour venir prendre en photo ou faire un article ou autre? Et OK, on va essayer de faire notre possible. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je décide de partir en voiture depuis Liège le jour avant, jusque Londres, traverser la Manche en train. Euh, et donc, j'arrive là le jour avant, je reste à l'hôtel et j'arrive le matin à la foire, je prépare le tout et puis voilà le moment où Alfred Worden arrive. Et donc, du coup, tout le monde fonce dessus, quoi. Et donc, compliqué de trouver un moment pour lui remettre la montre. Mais malgré tout, j'arrive à trouver un petit slot pour pouvoir avoir deux, trois petites minutes avec, quoi. Voilà, je me présente, Sébastien. Je voulais simplement vous remettre cette montre en mémoire de votre courage pour ce que vous avez fait lors de la mission Apollo 15, quoi. Et donc, du coup, on voulait faire une photo pour immortaliser le moment, en espérant pouvoir l'utiliser auprès de la presse. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y avait personne pour pouvoir, il n'y avait pas de journaliste, personne pour qui montrait de l'intérêt par rapport à cette remise. Donc, déjà, ça, c'était un premier flop. Et malgré tout, voilà, je lui remets la montre et je dis, est-ce que je peux faire une petite photo, quoi? Et donc, il me dit, ouais, pas de problème, là, on fait une photo. Et puis, moi, j'avais envie d'avoir une photo un peu sympa. Et donc, j'ai dit, est-ce que je peux mettre ma main sur votre épaule, quoi? Ah, il me dit, tant que c'est pas ailleurs, tu peux la mettre, hein. Et donc là, un gros fou rire, quoi. Et d'ailleurs, on a immortalisé le moment où on a ce gros fou rire. On a échangé ça sur les réseaux sociaux il y a peut-être un mois de cela. Enfin, un moment aussi que je n'oublierai pas, quoi. Et on a posté ça il y a un mois parce que Alfred Worden est mort il y a un an, en mars de l'année passée. Et finalement, je suis parti de Liège vers Londres en bagnole, qui est quand même, c'est quand même un trajet, hein. Donc j'ai fait l'aller-retour simplement pour 2 minutes avec Alfred Worden. Pas de publicité, enfin pas de rédactionnel par rapport à ça. Et donc, ça a été voilà, une aventure pour simplement remettre pendant 2 minutes une montre. Mais à refaire, je le refais parce que ça restera là, ça restera dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle, quoi. Donc, des fois, c'est des flops, mais ce que ça pourrait apporter sur le côté, c'est extraordinaire, quoi. C'est C'est ça, c'est extraordinaire. des moments inoubliables au final. Exactement, exactement. C'est chouette. Enfin, tu vois, tu es avec un astronaute qui a été sur Apollo 15 et qui te dit ah, si tu ne la mets pas ailleurs, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est marrant. c'est magnifique. C'est Mhm. magnifique. Donc voilà, ça c'est. Et alors, peut-être pour le mot de la fin, c'est que euh, on a beaucoup tendance à raconter des chouettes choses, des belles anecdotes et tout ça. Et ce qu'on ne raconte pas, c'est ce qui est le plus difficile, quoi. C'est le moment où on doute, c'est le moment où on a des coups durs à encaisser. Et ça, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est que euh, il y a plus de moments de doute que de beaux moments. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et d'ailleurs, tu as vu l'article que j'ai mis aussi par rapport au nombre d'heures qu'on travaille par jour. Je suis quelqu'un qui suis aussi obsédé par ce nombre d'heures et je m'en veux et je me demande comment ces gens comme Elon Musk ou des choses ainsi peuvent travailler autant et je les envie parce que je pense que j'ai beaucoup d'ambition et c'est dommage pour moi, mais j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. J'arrive à faire de belles choses et du coup, je pense que la quantité de travail joue un rôle aussi là-dedans, tu vois. Et donc, il y a des moments où je me dis que je ne travaille pas assez par rapport aux ambitions que j'ai, quoi, tu vois. Et ça travaille aussi. Donc, il y a toujours cette remise en question, ces doutes, ces coups durs à encaisser. Et ça, on n'en parle pas assez. Et je pense que les gens doivent comprendre que lorsqu'on lance dans un. Et même tous les entrepreneurs qui sont là, on a envie de leur dire, vous n'êtes pas seul parce que c'est tout le monde qui est comme ça. Je pense que ce sont tous les entrepreneurs qui se posent des questions et j'aime à me dire ça aussi, j'aime à me dire que je ne suis pas seul et que tout entrepreneur, même si ils se montrent sous leur meilleur jour, ils ont aussi leurs doutes aussi, quoi. C'est sûr. Mais malgré tout, voilà, on a des bons moments, il y en a des moments qui sont extraordinaires. Par exemple, ici, j'ai été 3 jours en Belgique pour faire ces 10 minutes sur la radio. Et puis sur le retour en Allemagne, comme je t'ai dit, j'habite ici maintenant en Allemagne. Sur le retour, j'ai eu ce moment de cette minute
de bonheur, j'étais tout seul dans la voiture et je sentais j'ai eu ce moment de bonheur, de frisson où je me sentais bien, quoi. Et je savais que je faisais les bonnes choses et que j'étais content de là où j'en étais aujourd'hui. C'est pas des moments qui sont fréquents. Ils arrivent une fois tous les X mois pour ma part, mais lorsqu'on les ressent, c'est extraordinaire, quoi. Et, euh, et je pense que les mauvais moments qu'on a, les coups durs qu'on a encaissés, ben, ça vaut le coup de le faire par rapport aux bons moments qu'on a sur le côté, quoi. Ben, c'est sûr, le tout, c'est de savoir vraiment profiter de ces bons moments. Et je pense que tous ces moments difficiles, voilà, il faut les accepter, se dire, c'est nécessaire pour réussir pour pouvoir profiter au maximum de ces bons moments. Si tu passes pas par ces différentes épreuves, tu vas, tu vas pas réussir à atteindre, à mon avis, la satisfaction que tu vas avoir. Toi, tu aimes Ouais, bien, ouais, c'est clair. voilà, t'aimes bien être C'est challengé, clair. donc Ouais, ouais, ouais. voilà. Enfin, voilà, bah, c'était une bonne conclusion, du coup. Merci Merci, beaucoup. Jean-Christophe. Juste pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur Colin MacArthur, où est-ce qu'ils peuvent aller trouver les infos? Alors, ils peuvent aller sur le site colinmacarthur.com, même sur Google, hein, vous tapez Colin MacArthur à toutes les sauces, comme je vous ai dit, vous allez nous retrouver. Et alors, il y a aussi notre showroom. Donc, si vous voulez voir les montres en vrai, on a Clément, qui est mon collègue et qui est très, 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 très sympathique et qui peut vous accueillir au showroom à Bassange. Donc, c'est dans la région de Liège. Et ça, voilà, ça n'engage à rien. Je veux dire, vous pouvez venir simplement par curiosité aussi, quoi. Mais prendre un rendez-vous à l'avance pour des questions de sécurité, on va dire. Ok, parfait. Bah, je mettrai tous les liens alors en description de cet épisode, du coup. Parfait. Et alors, Jean-Christophe, si les gens veulent nous suivre, LinkedIn, Facebook, on est très, très actifs sur Facebook. Donc, ils n'hésitent surtout pas à liker la page pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Parfait, bah, je mettrai tout ça. En tout cas, encore merci pour cette interview. C'était vraiment passionnant, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, Jean-Christophe. On a besoin de personnes comme toi pour, voilà, pour pouvoir partager aussi voilà, les bons moments et aussi les moins bons moments et puis expliquer un petit peu ce que c'est aussi le derrière de la scène, comment ça se passe. Je pense que ça vaut le coup, quoi, pour ceux qui veulent se lancer. Bah, écoute, merci beaucoup et à une prochaine, du coup. Merci, salut Jean-Christophe. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on a abordé. Ensuite, si c'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes et aucune des prochaines interviews. Et enfin, eh bien, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut!